Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de la cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sensexalogie ne sont pas là, mais on a du beau monde. Flavie est avec nous. Flavie, ça va ? Bonsoir. Donc toi, tu es un petit peu une créatrice de Sensexalogie, mais tu es aussi une fervente admiratrice et grande connaisseuse de Mathieu Gaborit, qui a la chance d'être sur le podcast de la cellule. C'est pas nous qui avons la chance de le recevoir. C'est lui qui a la chance d'être parmi nous. Évidemment. Ça va Mathieu, la pêche ? Très bien, très bien. T'es content d'être là ? Très. Tu vas pouvoir t'exprimer face au monde rôliste. Tu vas tout nous raconter. Quoi. Moi, je suis contente parce que je me retiens depuis que t'es là. J'ai pas fait la fan relou jusqu'à présent. Ah, ça y est, maintenant, je m'excuse d'avance. C'est très bien. Je vais prendre cher. Alors bon, Mathieu, ta vie, ton œuvre, c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de te la péter quoi, à mort. T'es là pour te la raconter, vieux. D'accord ? Alors c'est parti, okay. On y va. On commence par le commencement. Qu'est-ce que tu fous là ? Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'au jeu de rôle ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quoi ? Alors, que tu sois parmi nous là. Écoute, moi c'est simple. À l'âge de 11 ans, ouais. Je suis chez mon pote Laurent. Ouais. Et il y a une boîte rouge amenée par son cousin. Alors je dis rouge, mais je sais jamais. Parfois je me plante. Hein. Si, c'est la fameuse boîte rouge Donjons et Dragons, voilà. Première édition. Voilà. Et je lui dis c'est quoi ce truc ? Et il me dit ça s'appelle du jeu de rôle. Et je lui dis mais qui en fait ? C'est son cousin qui a 18 ans, on en a 11. Et là on se dit ce serait marrant d'essayer. Ouais. 2 semaines plus tard, on est à une table, on joue. Et puis à partir de là, on s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que ça a été fulgurant. Ouais. Et on a plongé dedans comme des fous en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui d'entrée de jeu t'a plu dans ce média ? C'est difficile à dire de revenir sur des émotions comme ça, je dirais, de cet âge-là, mais je me souviens, je pense que c'était une sorte de liberté absolue sur l'imaginaire. D'accord. C'est-à-dire un moment où tu t'exprimes, tu t'aperçois que tu fais ce que tu veux. Ouais. Je crois que c'est vraiment cette liberté-là. C'est la liberté avant tout du média qui t'a séduite. Ouais, vraiment. Ouais, Est-ce qu'avant ça, tu avais eu des expériences, par exemple en matière de jeux vidéo, de choses comme ça ? Est-ce que tu as jugé le jeu de rôle par contraste avec un autre média ? Pas tant que ça. Enfin, tu vois, j'avais eu quelques expériences du Vidéopack à l'époque, de l'Atari ST. Je ne sais plus si c'est après, avant, mais tout ce qui était ces jeux d'adventure qu'on appelait... LucasArts et tout ça. Hein, ouais, même des trucs de texte. Avec du texte, Ultima, ce genre de jeu. Ouais. Prenez la partie B, vous perdez votre épée. Ouais, vous êtes attaqué par un troll. Exactement. Et tout ça, déjà, ça tiltait, quoi. Ça faisait résonance. Et là, se retrouver autour d'une table et pouvoir se raconter et vivre des aventures avec les copains, c'était formidable, quoi. Énorme, quoi. Donc là, tout de suite. Alors, et le roman, tu étais déjà un lecteur, tu lisais alors, déjà lecteur, oui. Beaucoup de fantasy à l'époque. Ouais. J'adorais ça. J'ai toujours d'ailleurs un papa gros lecteur, mais là sur la littérature plus classique. Et moi, j'avais quand même tendance à aller vers la fantasy, enfin la SF, tout ce qui est le genre, quoi, à l'époque. Et donc il y avait un terreau, on va dire. Ouais, un terreau fertile, quoi. Ouais. Alors, fertile, je sais pas, mais propice en tout cas. Tu racontes une anecdote où sur, alors il me semble que c'est sur le forum, rappelle-moi, où tu as donné une interview, t'en as donné plein, c'est ça que tu veux me dire. C'était sur Forge Songe ou sur l'autre forum, comment il s'appelle déjà ? Bref. Oui, bref. Non, je ne saurais pas dire. Est-ce que tu participes encore à des forums sur Internet, juste rapidement ? Non. Non, plus du tout. Enfin, quand on me demande, on me faire un interview. Il y a récemment un éditeur là qui refait du Agone. Je suis pas au courant. Pas au courant. Il y a des bouquins d'Agone qui continuent à sortir là, en fanzine. Ah oui, non, le souffre-jour. Le souffre-jour, bien voilà. sûr. Bah oui, bien sûr. C'était le mot qui. Je confonds toujours Forge Songe et le souffre-jour. Les souffre-jour sont hyper actifs et ils ont soutenu le jeu après la. C'est sur leur site que j'ai trouvé une interview de toi où tu racontes que ton père regardait en fait des dessins que tu faisais d'un continent géographique. Ça devait être probablement une de tes premières idées de jeu, en tout cas premier continent imaginaire. Et tu dis qu'il n'avait pas compris que c'était de l'imaginaire. Et la manière dont tu le racontes, on a l'impression que familialement parlant, on va dire, tu te sentais incompris dans cette famille-là. Non, c'est pas. Non, pas du tout. Non, alors c'est pas incompris, c'est juste que forcément les parents ne comprennent pas bien
ce dont il s'agit. C'est-à-dire qu'un jeu de rôle, on le sait tous, hein, Ouais. si tu n'y joues pas, tu comprends pas ce qui se passe là-bas, Non. autour d'une table. Carrément. Donc les parents, forcément, ils se méfiaient parce qu'ils me voyaient me réfugier là-dedans beaucoup. Ouais. J'étais pas spécialement un élève assidu. On est à quelle année là à peu près? On est en 82, 83. D'accord, ok. Début des années 80. Et donc scolarité moyenne. Et puis surtout un refuge absolu dans l'imaginaire, quoi. Sous toutes ses formes. Et en particulier le jeu de rôle, évidemment. D'accord, ok. Sur cette période aussi de ta vie, il y a quelque chose il se passe un événement tragique assez sombre dont tu parles un petit peu sur le grog et également dans cette interview que j'ai lue de toi. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? J'allais dire, c'est la vie, c'est-à-dire que moi, en fait, le jeu de rôle, très vite, j'y ai vécu vraiment comme inventeur d'histoire, c'est-à-dire que je jouais moins que j'écrivais de scénarios. J'ai vraiment toujours essayé de masteriser beaucoup. D'accord. Voilà. Et de fil en aiguille, ce garçon d'ailleurs qui nous avait initiés au jeu de rôle, 10 ans plus tard, je crois que c'est de cet ordre, dit je veux lancer un jeu de rôle. D'accord. Et il vient nous voir, moi et Guillaume, avec qui j'avais une énorme complicité, Guillaume Vincent, pour nous dire est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Et on lui dit oui, et c'est devenu Écrime à l'époque, donc du steampunk. On a écrit ce jeu, on l'a publié, on a fait plusieurs suppléments, et il se trouve que Guillaume après donc s'est suicidé. Et sans laisser d'indices ou quoi que ce soit. Non, je pense que précisément, si on doit affronter la question, il a plutôt parlé d'une inadaptation à la vie, et je pense que le jeu de rôle pour lui était un des vecteurs qui faisait qu'il pouvait mieux l'assumer le temps où il était là, quoi. Je dois une vertu cathartique. Ouais, exactement. Ouais, et en plus, il était foncièrement doué, ce con. Donc c'est ça un peu le plus rageant. Je vais poser une petite question parce que j'ai lu les Chroniques de Bohème. Ouais. Et il se trouve que ça finit pas. Est-ce que c'est pour ça, c'est à cause de ça que t'as pas fini les livres ou Non, c'était pas ça en fait. Ça a été à l'époque, c'était avant tout une histoire éditoriale. Je pense que forcément ça joue, si tu veux, quelque part, ouais. Parce que le problème en plus, c'est que Guillaume s'est suicidé au moment où on parlait des Crimes 2. On était en train d'écrire la nouvelle version des Crimes. Ouais. Donc il y a eu forcément un goût inachevé. Bon, je vais jouer ma fan relou. Ouais. Qui gagne, les crimes ou les humains? Alors, je t'invite, ma chère Flavie, à consulter la dernière version de Bohème. Je l'ai. Ouais. Tu l'as en grand format chez Memories. Oui. En fait, pour moi, la vraie question des crimes, c'était l'avènement des dieux machines, des dieux froids. Ouais. Voilà. Et pour moi, du coup, ça amenait la fin des êtres humains? Non, pas du tout. Au contraire, là, pour moi, c'était vraiment le trait d'union entre l'enchantement, on va dire, viscéral du rêve à travers les crimes, à celui de l'urbain. Et moi, j'aime énormément l'urbain, et j'aime surtout l'idée qu'on puisse enchanter les villes. Et les dieux froids, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la machine devient aussi une entité rêvante, rêveuse. Et ça, je trouve ça ça prend place dans le cadre de la Révolution rouge. Est-ce que pour toi, la Révolution rouge, ça a été un moment qui a enchanté du coup, parce que on voit bien que les communistes sont du côté de l'écrime au final quand on relit Bohème. Oui, absolument. Et du coup, tu veux peut-être pas parler des idées politiques, mais non, il n'a pas le droit de réserve, il n'est pas fonctionnaire, il peut nous balancer tout là. C'est clair. C'est moi qui suis fonctionnaire. Non, mais moi l'utopie communiste, je la trouve évidemment sublime. Après ce qu'on en a fait, évidemment non, mais parce que je suis pas stalinien dans l'âme, heureusement. On ne t'en veut pas de ne pas l'être. Mais cela étant, non, je trouve que c'est l'idée d'origine me fascine, quoi. Et à contrario, les méchants, c'est les capitalistes. Oui, parce que ras-le-bol, quoi, du fric en fait, globalement. Et en plus, je le dis avec tout le recul nécessaire, c'est-à-dire que j'ai conscience de la liberté qu'offre le fric. Et cela étant, en faire une vocation, non. Ça, je pense qu'on est tous là aussi pour se dire que tout le fric, c'est bien pour l'oublier. Enfin, c'est bien d'en avoir assez juste pour savoir qu'on en a plus trop besoin.
pour assumer Ça l'essentiel. pervertit au final, à bout d'un moment, ce qu'on peut être. Je sais pas si ça pervertit, mais en tout cas, vouloir gagner du fric, ça t'élève pas, quoi. Enfin, moi je trouve que on sent que chez toi, il y a cette espèce de conflit. Alors moi, je parle du mec, de Mathieu Gaborit, parce que moi, je ne connais pas, j'ai pas beaucoup lu tes œuvres. Ouais, j'en ai lu quelques-unes. J'en ai lu une, Les Chroniques des Crépusculaires. J'ai lu le début d'une autre, Abîme, me semble-t-il. Ça fait partie des. Ouais, d'accord. Dans le même monde. Parce que moi, il y a un livre que j'ai lu, il y avait écrit Chroniques des Crépusculaires dessus. J'ai pas cherché à comprendre, en fait. Donc voilà, j'ai jamais eu le courage de les terminer ou le temps de les terminer. Mais donc moi, je parle vraiment du bonhomme. Quand on t'écoute, quand on lit un petit peu tes interviews, parce que du coup, j'ai un peu travaillé ce podcast quand même, on voit qu'il y a une espèce de dualité entre le monde imaginaire et le monde réel. Et après, quand je t'ai rencontré, quand on a commencé à discuter ensemble, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas si simple, que tu aimais bien aussi avoir les mains dans la réalité. Ouais. Donc, où est là, encore une fois, quand on t'écoute, on a l'impression qu'il y a le monde capitaliste, réaliste, et puis qu'il y a l'imaginaire et qu'il y a un conflit entre les deux. Non, mais en fait, si tu veux, je trouve que l'essentiel, c'est d'arriver à, comment dire ça, à être fondamentalement heureux dans un équilibre. Et tu parles de la personne. Moi, la fascination que j'ai pu avoir à travers ma tante qui était mère des compagnons, donc de l'artisanat, élevé au rang d'art, ça m'a toujours poursuivi beaucoup. Et je trouve que la magie, qui pour moi d'ailleurs est vraiment la pierre angulaire de toute création d'un univers, etc. Je commence par ça, parce qu'il fait. Qu'est-ce qui fait la magie du monde, quoi. D'accord. Et pour moi, un escalier d'un compagnon, d'un ébéniste, peut avoir cette valeur-là. Si tu veux, elle éveille en moi des choses, une forme d'enchantement qui est de cette nature, en fait. Ça m'explique pas mal de choses sur ce que tu écris au final, parce qu'à chaque fois, la magie elle va drôlement reliée en fait à des artefacts et elle enchante vraiment la réalité à chaque fois, quoi. On est là dans la réalité magique. Et en fait, l'enjeu, c'est de pouvoir dire aussi que la magie n'est jamais, comment dire ça, tu sais, omnisciente ou quelque chose d'impalpable. J'aime beaucoup le réalisme magique, en fait, si on devait un peu caricaturer, c'est-à-dire le moment où tu dis la magie, c'est aussi c'est un artisanat, voire un art, et comment de quelle manière elle procède dans le monde. Et j'aime toujours plus les magies qui s'expliquent, qui s'harmonisent. Est-ce que, il y a une recherche d'explication presque métaphysique de la magie, une explication, on cherche les premières causes, les premières origines, et on y trouve la magie. Si tu veux, c'est beaucoup moins ça. Finalement, parce que le problème étant que c'est seulement aujourd'hui je m'aperçois qu'il faut avoir un propos derrière ce qu'on raconte. Non mais c'est vrai. T'en avais un, pour avoir lu tes bouquins, j'avais l'impression que t'en avais un. Alors peut-être que c'était pas voulu. Non, j'en avais un si tu veux, mais instinctif. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est bien aussi en amont d'une création de se dire éventuellement ce qu'on veut y dire. Alors. C'est discutable. C'est une question que je te poserai après. Mais c'est discutable. Pour moi, c'est clair que pour qu'une œuvre ait de la force, il faut qu'elle ait une énergie en elle, quelque chose, donc il faut qu'il y ait quelque chose à y dire. Alors, tu nous offres un merveilleux moyen de transition vers Agone, puisque tu parles de l'art qui devient magie, etc. Là, on entre de plein pied dans Agone, finalement. Alors, entre Écrime et Agone, est-ce que tu as fait des choses? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Écoute, il y a eu beaucoup d'expériences holistiques chez Multisim. D'accord. J'ai bossé beaucoup sur Dark Earth, sur Guild, un peu sur Nephilim. Et il y a eu beaucoup de... Enfin, ça a été une très belle expérience. C'était une émulation, en fait. Énorme. Parce qu'au final, si on va au-delà de l'image d'Épinal, qui est de dire Multisim, c'est de la branlette d'un télo, comparé à des jeux de trip, on va dire, façon croc. Moi, déjà, les querelles de clocher, tout ce landerneau holistique qui se prenait la gueule, m'a toujours plongé dans une indifférence, mais crasse, parce que je trouve que tout a sa place, à compter du moment où tu es sincère, parce que pour moi, la sincérité, c'est au cœur de tout. Multisim, c'était quand même, mine de rien, un putain de laboratoire où on a pu
exprimer des choses. Les jeux de Multisim ont de toute façon sont de toute façon un énorme succès d'estime, quoi. Que ce soit Oui, Deadlands, alors après, ils avaient Défilé, plein de défauts, évidemment, comme tous les jeux, mais il y avait quand même à chaque fois une intention. Il y avait un propos, quoi. Il y avait envie de raconter quelque chose, il y avait envie de dire quelque chose, de jouer quelque chose, et c'était bien, c'était vraiment bien. Donc là-bas sur Multisim, c'est l'émulation de la créativité en fait que tu découvres avec Oui, les c'est gens. ça, et surtout le fait de pouvoir se réunir et de créer ensemble. Si tu devais citer quelques compères de cette époque-là. Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Bah, mine de rien, j'ai beaucoup bossé avec Frédéric Weil, j'ai beaucoup bossé avec Stéphane Marsan, beaucoup bossé avec Fabrice Collin. On s'est retrouvés à bosser, Fabrice et moi, dans une cave. Au moment où on était à Passe du Clos Bruno, en fait, c'était une ancienne baraque de mousquetaires. Au moment où Multisim était installé là-dedans. Et je me souviens de cet épisode où, avec Fabrice, on s'est retrouvés quelques mois là, à bosser dans une cave. On écrivait à la fois des romans et des suppléments pour Mult. C'est des beaux moments. C'était des beaux moments. Ça doit être assez énorme. Ouais, franchement. Ouais, parce qu'en plus, nous, en fait, il faut savoir que nous, on est des petits gamins qui jouaient à vos jeux derrière, en fait. Hein. Ouais, sans doute, ça, oui. hein. Donc, du coup, nous, on imaginait ce que ça pouvait être que les gars de chez Multisim qui s'éclatent à tester leurs jeux. Et tu vois, et c'est moins des souvenirs précisément. Et c'est en ça aussi que c'était un des défauts, peut-être sans doute, des jeux à l'époque. C'était moins une envie furieuse de tester un jeu. Avant, c'était surtout raconter un univers et puis une histoire, enfin je veux dire à travers... Est-ce que ça veut dire que tu n'attachais aucune importance finalement au système de jeu, par exemple, ce genre de choses là, je parle vraiment qu'en mon nom. Ouais. Pour moi, c'est totalement inutile. C'est-à-dire que pour moi, les paravents, ça a toujours été une manière de faire du bruit derrière. Le système a toujours été une excuse. J'aime par contre des petits twists. Tu vois, si je devais retenir qu'un seul système, ça aurait été celui de Maléfice, dans ce qu'il avait à rigueur de discret. Et j'aimais les petits twists façon santé mentale dans Cthulhu. Ça, je trouvais que ça pouvait être un instrument de l'histoire. Mais en dehors de ça, le reste, non. Ça m'a jamais intéressé. Après, je comprends parfaitement que ça fasse sens. Mais en fait, nous, par exemple, sur ce blog, on fait partie d'une communauté qui s'appelle Silent Drift et qui pense que système et univers sont une seule et même chose. C'est pas le débat ici, on est vraiment là pour parler de tes expériences. C'est un débat vraiment intéressant. À mon avis, aujourd'hui, en fait, je le comprends parce qu'à l'époque où tu créais des jeux, il y avait vraiment cette idée cette dichotomie entre l'univers et le système. Mais le jeu de rôle commence à vraiment progresser. Totalement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des tas de changements qui... J'aimerais bien revenir sur la question des univers. Parce que moi, je t'ai... On n'a pas parlé d'Agone encore. Justement, j'y viens. Ça marche. Moi, je t'ai découvert parce que je cherchais à une époque des univers vraiment différents. Et quand j'avais demandé, en fait, on m'a dit le meilleur créateur d'univers en France, c'est Mathieu Gabory. Donc moi, je t'ai découvert comme ça. Quelle classe. Oh yeah. Quelle classe. Donc c'est aussi ce qu'il y avait sur je sais plus quel bouquin. Donc moi, je t'ai découvert comme ça. Donc ça va aussi avec les univers d'Agone, etc. Comment tu crées un univers ? Tu disais que tu commences par la magie, mais est-ce que tu commences par ça ou tu commences par des personnages ? Non, alors c'est une des questions pour moi les plus cruciales qui soit dans l'imaginaire, c'est de savoir comment tu orchestres tout ça. Ouais. Et très longtemps, il y a une phrase d'Alain Névan, donc un mec qui est chez Brajlon, enfin des créateurs avec Stéphane Marsan, qui avait dit, qui me répétait souvent, une bonne histoire de fantasy, c'est quand on enlève la fantasy, il reste une histoire. Quasiment chaque seconde, chaque fraction de seconde, je me dis la raison, et celle d'après, je me dis la pas raison. En tout cas, moi, ce qui me paraît fondamental, c'est de partir de la magie. Parce que s'il n'y a que ce moment-là, finalement... Je parle de fantaisie, là. On est bien d'accord. Tu vois pas de fantaisie sans magie. Voilà. D'accord. Pour moi, tu me racontes une histoire de chez les croisés et tout ça, ça m'intéresse pas. Enfin, d'accord. Ça m'intéresse pas... pas au sens où sans fantaisie pourrait être intéressant. C'est marrant comme tu opposes historique et magique. Ça, c'est... Alors que c'est pas dit que dans la réalité, là, il n'y a pas de magie aussi. Alors pour moi, non, mais... Alors, on revient à la question de Fabi sur l'univers. Ouais. Non mais voilà, donc la magie et la mettre en fait au sommet de la pyramide et faire en sorte qu'elle dégringole comme un terrain ou alors peut-être qu'elle infuse sur une pyramide inversée tout ton univers. Et ce que j'aime moi, c'est que l'espèce de... Tu vois, si je devais résumer et caricaturer, Agone, ce serait les danseurs. Aujourd'hui, je travaille sur un bouquin qui est basé sur le souffle. Ouais. Et à partir de là, chez moi, tout doit, à un moment ou à un autre, y faire référence.
C'est-à-dire qu'il y a... Et j'aime la simplicité, la limpidité de cette idée d'origine. La cohérence de tes univers provient de leur essence magique, quoi. Vraiment, quoi. Absolument. C'est la magie qui fait Ça m'explique vachement, du coup, la chronique des Féales, quoi. Oui. Parce que je me demandais, du coup, comment tu avais pu créer un univers aussi cohérent et en fait, du coup, ça explique vachement si tu es parti du point magique. Oui, quoi. parce que je te dis, pour moi, l'univers, en tout cas, existe dans ma tête et devant ma feuille, à compter du moment où la magie a fait découler un monde, enfin, a généré le monde. Et sans elle, moi, il n'y a rien qui se passe. Et surtout pas les personnages. Après, je prends des personnages pour habiter le monde, mais je ne suis jamais parti d'un personnage en me disant ce serait bien de tisser un univers autour, tu vois. Ça, je serais incapable de le faire. C'est super parce qu'on en parlait dans la voiture tout à l'heure, hier. Moi, tu vois, justement, ce qui tient lieu de magie, si on devait en parler, c'est la logique et les mathématiques. Sinon, je te parlais. Et moi, par exemple, dans ce qui gouverne tout ce que j'ai écrit, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste sens pour le moment, mais il y en aura peut-être d'autres après. C'est vraiment la logique et les mathématiques. Au sens où c'est ma magie à moi. C'est le fondement, le truc universel que les hommes ne s'expliquent pas, mais qui s'impose à eux, qui vient de quelque part, de nulle part, on ne sait pas trop d'où, etc. C'est marrant la place que tu donnes à la magie, qu'on retrouve. Pour toi, on parle de la même chose. Oui, en fait. exactement. On parle de la même c'est chose. l'essence du monde, quoi. Ouais, exactement. Ça souche. Exactement. Et donc, ce qu'on pourra dire, c'est que quand on regardera tes œuvres, à chaque fois, ce qui fait le point de départ, c'est ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas des œuvres à part un petit peu dans ton travail? Tu pourrais dire, là, je suis parti dans un délire totalement différent. Pour l'instant, non. Mais D'accord. en tout cas, mes envies aujourd'hui sont différentes. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Flavie, tu avais une autre question? Non, tu voulais parler d'Agone? Ouais, on va en parler un petit peu d'Agone. Ensuite, on dirait ce que Alors, qu'est-ce que c'est Agone? Parce que donc, nos éditeurs, je l'espère, ne l'apprennent pas, mais effectivement, tu es l'auteur des romans qui ont servi d'inspiration au jeu de rôle Agone, édité par Multisim. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'Agone? Alors, Agone, à l'origine, c'est déjà, pour moi, le premier roman. D'abord, c'est un roman, pour moi. Ouais. D'abord, c'est un roman. C'est-à-dire le moment où, à 15 ans, je commence à écrire en me disant j'aimerais bien un jour écrire un livre. Voilà. Avec une maladresse totale, mais avec une sincérité totale. Ouais. C'est ce qui rend le truc lisible d'ailleurs, parce que sans doute. Parce que ton écriture a quand même drôlement évolué depuis lors, et sans vouloir, le premier Agone à lire, faut quand même un peu s'accrocher, quoi. C'est ça, Mais par contre, on sent le truc derrière. Moi, je sais que je l'ai donné à lire à pas mal de gens, et entre le premier bouquin et le dernier bouquin d'Agone, il y a une grosse évolution. Non, parce que le problème, c'est qu'en plus, écrire, c'est un métier. Enfin, ça s'invente pas, quoi. Alors, je parle pas des types qui ont une plume comme ça absolue, mais c'est que tu apprends à écrire en écrivant, donc forcément. Et moi, je suis de ceux qui vraiment estiment que l'écriture aussi est, au même titre que l'acteur studio, si tu veux, se vit, quoi. Donc, j'écris pas du tout la même chose si demain, tu vois, je me casse une jambe ou si mon chat est mort, quoi. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Enfin, j'appréhende pas l'écriture de la même façon ce jour-là, quoi. Bref. D'accord. Et donc, il y a ce roman en gestation. Je ne pensais rien en faire, sauf le jour où Stéphane Marceau, un Multisim, dit on va lancer une boîte d'édition qui s'appelle Nemos. Je propose Souffre-jour, il aime bien, ça paraît, ça marche, etc. Et la suite vient. Mais tu vois, Souffre-jour était déjà même pas pensé comme une chronique. Donc j'ai écrit une suite parce qu'il en fallait une à l'origine. Et tout à coup, j'ai découvert un plaisir immense là-dedans. Et quand il a été question d'en faire après un jeu de rôle, là, l'intention a été de faire une Bible, c'est-à-dire de travailler. On a travaillé quasiment 1 an et demi avec Stéphane Marsan pour définir les enjeux du jeu. Et c'était super intéressant parce qu'on était partis l'un comme l'autre avec la ferme intention de dire un jeu de rôle de toute façon n'existera qu'à compter du moment où il est partagé. Donc, on mettait au point cette Bible et à la suite de quoi on invitait des gens à venir s'exprimer dessus et à écrire dessus parce que nous, de toute façon, on avait, entre guillemets, il fallait qu'à un moment on sache aussi s'effacer parce qu'on avait fixé des lignes, mais après il fallait que des gens fasse vivre, entre guillemets, ces lignes-là, quoi. Et je pense que c'est très important pour un jeu de rôle aussi d'avoir une multitude de points de vue. Alors ça se discute. Hein. Alors, il faut un timonier, mais moi j'aime cet enrichissement-là. Alors quand tu dis une multitude de points de vue, tu parles au sein de la fiction de l'univers du jeu, ou alors est-ce que tu parles, de plusieurs auteurs qui le créent? Alors, moi je pense vraiment qu'il faut des lignes de force sur un jeu. Dans la fiction ou en dehors?
Non, en tant qu'auteur. Dans la fiction, d'accord. Dans la fiction, absolument. Dans la fiction. Et après seulement, quand il s'agit de faire surgir des détails, une richesse, le baroque au sens large, enfin je veux dire de l'univers, c'est là que je trouve que l'intérêt, c'est d'avoir des gens qui viennent avec leur sensibilité et leurs émotions pour le faire vivre mieux, quoi. D'accord, ok. Parce que de toute façon, un auteur a son registre. Ouais. Et il est piégé par ça, il peut s'en servir, il peut le malaxer autant qu'il veut, mais il vit avec ça quand même. D'accord, ok. Alors donc, vis-à-vis de Agone, si tu devais justement décrire 2, 3 de ces lignes de tension qui régissent l'univers de Agone. Si tu veux, pour moi, c'en est 2, et on va revenir à la magie, c'est-à-dire c'est les danseurs et les arts magiques. D'accord. Voilà, tout le reste, pour moi, même la géographie, même l'orchestration du monde, c'est peut-être pas anecdotique, mais quasiment. Alors, ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mais voilà, c'est-à-dire que si tu enlèves les danseurs, pour moi, il n'y a pas d'Agone. Si tu enlèves les arts magiques, il n'y a pas d'Agone. Tu enlèves, je sais pas, les provinces liturgiques, Agone est là, hein. Enfin, pour moi, il existe toujours. Tu vois, c'est pas là où je trouve. C'est la signification en fait de ce que ça veut dire que de faire des arts et de provoquer des événements magiques qui t'intéressent, quoi. Totalement. Alors, vis-à-vis du masque, cette entité en fait, quelle place elle occupe dans ton esprit à toi? Parce qu'on sent qu'elle occupe une place énorme dans l'esprit des joueurs et des maîtres de jeu. Parce qu'on a un pote qui s'appelle Yann qui a fait tout plein d'hypothèses sur ce que c'était que le masque. Je t'arrête tout de suite, Fly. C'est pas uniquement Yann, c'est tous les joueurs de Agone et maîtres de jeu d'Agone que j'ai pu rencontrer et au cours des conventions et tout, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui m'ont parlé, ont toujours à la fin cette fascination pour ce personnage, ce grand méchant qu'est le masque. Quelle place il occupe dans ton esprit? Écoute, je suis très surpris de voir qu'il ne s'agit pas d'une des lignes de force principales du jeu. Non, parce que précisément, je pense qu'il s'appelle le masque pour que chacun puisse y mettre ce qu'il veut derrière. C'est aussi simple que ça, je pense. C'est-à-dire que un masque, on est toujours dans cette volonté féroce de faire en sorte que les gens créent. C'est-à-dire, moi j'estime qu'on est des passeurs, qu'on est des pédagogues aussi peut-être, mais quand tu dis on, tu veux parler des auteurs. Des auteurs. Pour peu, un auteur, on l'est tous, hein, mais que pour peu que tu aies un moyen, un moment d'exprimer ce que tu as à dire et que ça fasse sens pour un certain nombre de gens, quoi. Mais le masque, c'est d'une certaine façon aussi une manière que tous ceux qui viennent puissent l'habiter. C'est l'hypocrite, ça a une image vis-à-vis des acteurs grecs, etc. Mais il y a plein de choses derrière le masque de toute façon. Enfin, je veux dire, tu peux même aller jusqu'au masque africain. Enfin, je veux dire, tu vois, mais c'est universel encore une fois. Donc on peut. Mais je trouve que c'est l'important précisément. Enfin, on parle de l'essence même du jeu de rôle, c'est-à-dire de se dire. Tu as cette pierre brute qui est un jeu que tu proposes, et après chacun va en faire ce qu'il veut, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, il n'y a pas un Agone, il y en a autant que de gens qui ont joué. D'accord. Le reste, Et justement, vis-à-vis de ça, j'ai une question tout de suite qui me hante, c'est quel regard portes-tu sur les gens qui disent jouer à Agone avec par exemple des idées qui ne sont pas forcément les tiennes c'est-à-dire quel regard tu as sur ce jeu, finalement sur ce gamin, cet Agone qui maintenant s'en est allé et est devenu totalement différent de ce que tu avais pensé. C'est exactement ce que tu fais avec tes enfants, c'est-à-dire tu vas leur apprendre à partir, quoi. Tu vois. Et je pense que pour le jeu de rôle, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu fais un jeu de rôle en disant il faut qu'il m'appartienne, pour moi, c'est une connerie. Un jeu de rôle, tu le fais et tu le donnes. Et à compter de ce moment-là, plus il se transforme, mieux c'est. Ça veut dire que tu as réussi ton pari. Mais un jeu de rôle est quand même là pour défendre certaines problématiques. Et si par exemple, imagine par exemple que tu trouves quelqu'un qui joue en ce moment à Agone en jouant un énorme barbare et uniquement en tranchant d'une tête sans du tout s'intéresser ni aux arts magiques ni aux danseurs, seulement comme... Imagine le mec qui il passe son temps à capturer des danseurs et à les revendre pour se faire du pognon, pour s'acheter une plus grosse armure et pour fraguer du je suis persuadé qu'il y en a qui jouent à Agone comme ça. Oui, mais j'en suis convaincu aussi. J'en suis ravi. Ah d'accord, ok. Vraiment ravi. Moi, j'en serais déçu. Mais pas du tout, parce qu'il y a aucune prétention là-dedans. C'est-à-dire que il y a aussi une volonté sincère d'être très humble
par rapport à ce qu'on crée, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas non plus péter plus haut que son cul sur la. Non, mais c'est vachement important parce que t'as beau. Alors, je pense qu'on a tous, pour peu qu'on ait entre guillemets du succès, parce que j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas que ça fasse écho chez les gens. Mais si le mec est venu à Agone et le joue comme ça, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire à ce moment-là. Et c'est très bien parce qu'il est quand même en train de jouer au jeu de rôle. Et ça veut bien dire qu'il est en train de déployer son imaginaire d'une façon ou d'une autre. Parce que si c'est un vrai bourrin, honnêtement, il serait en train de jouer à Street Fighter, quoi. Ouais. Tu vois, non mais voilà, tu vois, je veux dire. Tu sais, les gens qui jouent à Street Fighter sont aussi super subtils. Il suffit d'entendre les mecs parler sur les bornes d'arcade de la manière dont ils enchaînent les coups. Non, l'exemple est mauvais. Putain, les mecs, ils sont trop pointus et trop spécialistes. Enfin bref. Moi, j'ai un merci à donner à Mathieu Gabory pour un truc. Vraiment, merci d'avoir créé des univers de fantasy sans elfes. Oui, et tu vois, je suis ravi que tu me dises ça parce que précisément j'en ai mis dans j'y suis venu. Oui, pour avec Amandine Labarre, enfin ce que tu avais fait avec elle. C'est moins ça que le dernier roman sur lequel je bosse, où je me suis dit je vais essayer enfin de m'intéresser à l'elfe qui depuis le début m'indiffère avec une force totale. Et le gobelin tout autant, je pense. Non ouais, et encore après, t'en fais ce que tu veux. Mais l'elfe, j'ai vraiment été totalement désarçonné par cette créature qui fascinait autant de gens et qui pour moi me laissait vraiment, mais de marbre, quoi. Alors autant ma vie entière ne tient parce que je rêve un jour d'écrire une décalogie sur les nains, qui sont pour moi la figure totale de l'imaginaire. Ouais, avec l'artisan, le nain, c'est pour moi, c'est. On sent bien qu'ils ont été privilégiés dans Agone. Hein, parce que je n'ai joué que quand j'étais rôliste, dans les jeux en tout cas dans lesquels ils avaient. Ça m'explique aussi des choses. Généralement, les nains sont opposés aux elfes. Oui, mais voilà. Non, mais en plus c'est ça. Tu vois, c'est que vraiment et ça, tu sais, c'est au même titre que tu peux avoir des. Alors après, on va pas parler d'inconscient collectif et tout, mais je crois quand même beaucoup à ça, c'est-à-dire à des. Mais parlons-en. Non, mais tu vois, chacun, on parle de sensibilité pure. Ouais. Autant moi, tu vois, j'ai des frissons quasi érotiques quand j'entends parler russe. Et je ne sais pas pourquoi, vraiment, parce qu'il n'y a pas. Et à côté de ça. Je vais vous laisser. Vodka, perestroïka. Jusqu'à ce que tu apprennes comment on dit ça vient, chiotte, et ça va venir chiasse. Enfin bref. On a une copine russe qui. Bon, bref. Mais voilà, et cette sensibilité vis-à-vis du nain, c'est du même ordre en fait. C'est quelque chose de viscéral, quoi. Quand on entend ce que tu penses, même de l'artisanat, etc. Normal que les nains. Tu t'engouffres dans la figure et puis tu l'habites, quoi. J'aimerais parler moi d'un autre. Un truc qui me semble être un personnage récurrent mais c'est pas vraiment un personnage, c'est les villes dans tes univers. Parce que les villes sont presque des personnages, moi j'ai l'impression, dans tes écrits. Bien sûr. Et c'est un truc vraiment urbain, même avec la figure du farfadet qui se balade. Mais tu vois, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas trouvé quand j'ai lu, à l'époque où je lisais encore la fantasy, c'est-à-dire la manière dont tu peux faire vivre une ville. Moi j'ai toujours cherché la réconciliation, la ville. Et alors la campagne, c'est complètement con comme mot, mais du végétal et du minéral, quoi. Et l'arbre du souffre-jour, c'est ça. Hein. C'est un arbre qui se ferait un passage à travers la pierre et qui est au cœur de la maison. Pareil, moi, le moment, c'est dans Abîme où Maspalio rencontre l'âme de la ville. Je suis désolée, mais c'est quand même un moment où moi, j'avais jamais lu ça dans un bouquin de fantasy. C'est des moments dans les fantaisies, normalement, c'est beaucoup d'arbres, de choses. Et généralement, la ville est juste l'endroit où il y a le grand roi et c'est un endroit propre. Et voilà, et tu vois, et on parle bien là d'une magie de la ville. Et je trouve, et encore, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire encore là-dessus, quoi. Même sur la magie des vitres sales, d'un tripot, la magie qu'il peut y avoir dans des figures de la boue, Enfin, je trouve que c'est un imaginaire très peu exploité et qui, moi, en plus, me fascine. Et voilà, j'ai toujours envie de transformer la ville en un vaste champ féerique, tu vois, et faire en sorte que ça explose, quoi. La ville aussi, je suis désolée, c'est fait grosse fan, hein, mais la ville dans la Chronique des Féales qui se trouve sur une sorte d'immense bête m'a fait vraiment rêver. Et c'était énorme. Vraiment, dans le bouquin, que tu te rends compte que la ville bouge. Mais ouais.
Vas-y. Non, mais c'est ça, c'est que l'enchevêtrement. Enfin, moi, je suis un citadin. Je viens de la ville. Je suis quelqu'un qui n'a pas vécu à la campagne, qui l'a beaucoup rêvé, fantasmé, parce qu'il y va souvent. Mais précisément, je trouve que être dans la ville te dit aussi, elle a sa magie. Et la fantaisie un petit peu trop ancrée sur la racine noueuse et brocéliande, moi, m'irrite assez vite. Et donc, je trouve que voilà, faire surgir la magie dans la ville, c'est intéressant. Voilà. Alors justement, quel regard portes-tu sur des œuvres comme celle de Tolkien, les grands classiques de la fantasy? Ça te fait sourire? Tu trouves que c'est Non, alors loin de là, ouais. ça me fera. Non, je vais pas. Moi, ça me fait sourire. Alors non, je peux comprendre. Non, ça dépend. Mais non, si tu veux, ce que je trouve très précieux chez Tolkien, c'est l'orchestration du monde, quoi. Moi, avant de lire Tolkien, j'avais pas mesuré ça. Et en revanche, ce que j'apprécie moins chez Tolkien, c'est le fait de ne pas avoir ce que j'appelle moi les ombres et silences, que je laisse à dessein dans ce que j'écris, c'est-à-dire le moment où le lecteur peut s'engouffrer dans l'univers et y trouver sa place. Et je trouve que chez Tolkien, par exemple, moi, je suis écrasé par Tolkien. Je n'ai pas ma place chez Tolkien, c'est-à-dire qu'il y a lui, et puis après, il n'y a rien d'autre. Alors, il y a eu tellement de choses derrière, ça a généré tellement de choses que ça paraît bizarre, mais je peux pas rentrer. Tu vois, je peux rentrer chez Moorcock, par exemple. Chez moi, il y a de l'ombre et du silence chez Moorcock, mais chez Tolkien, j'en trouve pas. Est-ce que tu as déjà lu Robin Hobb? J'ai essayé, Ouais. mais j'ai pas réussi. T'as essayé avec quelle chronique? Je sais plus. La Citadelle des Ombres? Ça doit être ça, un truc Parce comme que ça. c'est un truc aussi où il y a pas mal de non-dits, en fait. Ouais, C'est mais tant mieux. Je trouve ça bien, moi. Enfin, je suis de cette je pense école, même en tout que cas. c'est la bonne littérature, c'est celle qui permet un espace où c'est toi qui remplis. Bah, L'interprétation du lecteur. Ouais, mais en même temps, je pense que quand tu lis Tolkien, tu dois pouvoir être dans une interprétation quand même, parce que tu voyages incontestablement quand tu lis Tolkien. Il t'invite chez les Hobbits. Ces 60 premières pages de Tolkien, il fallait les passer quand même. Et je trouve qu'elles sont à la fois, c'est l'épreuve qui dit de toi que tu es sensible à l'imaginaire ou pas, quoi. Je me demande, parce que là, la manière dont tu décris les fictions qui te plaisent, c'est quand on regarde le jeu de rôle, le roman, c'est toujours des œuvres, des médias dans lesquels le lecteur, celui qui regarde, a comme une espèce de pouvoir, il peut agir, soit en imaginant lui-même les lieux qui sont décrits, soit en y réagissant lui-même par ses propres actions, donc dans le cadre du jeu de rôle. Quel est ton regard du coup sur la télévision et le cinéma en général? Écoute, moi je trouve qu'un film peut tout aussi bien qu'un livre ou qu'un jeu de rôle susciter des choses, quoi. En fait, on parle fondamentalement, on parle d'émotion, quoi. Faut arrêter aussi de tortiller du cul parce que précisément. Voilà, je suis assis sur ma chaise, donc je tortille pas trop. Mais... Non mais tu vois, même un tableau. Enfin, on parle de l'art, quoi. Donc, j'allais dire vraiment peu importe. Enfin, chez moi, la question du support, est transversale, quoi. C'est-à-dire que tu dois pouvoir générer cette émotion à travers tout ça, quoi. Tout simplement. D'accord. C'est un pont rêvé vers deux livres dont je veux absolument te parler. C'est Fairy City et Les Arcanes Féeriques. Alors, on est où par rapport à Gone là? On est dans du récent ou... On est dans du très récent, là. Ouais, c'est après, ouais. On en parle après. D'accord, tant pis. Alors, après Agone, qu'est-ce qui vient pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une espèce d'embrouille avec Multisim. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu te rends compte que tu as planté des tas de joueurs et des tas de MJ? Non, parce qu'il y a d'autres gens qui ont très bien aussi écrit d'autres choses après, mais sur Agone. La question était plus compliquée, c'est-à-dire que on a vécu à ce point, j'allais dire, ce kolkhoz multisimien. C'est fort quand même. Ouais, mais c'est ça, parce qu'il y avait vraiment cet esprit de corps de dire on est là pour le rêve. Et le problème, c'est qu'on a tous grandi. Et qu'à un moment, il faut pouvoir bouffer, il faut pouvoir une femme, machin, les enfants, etc. Bref, tout ça, cette trajectoire-là entre en conflit aussi avec le côté très débridé et relâché aussi de la bohème
qui consiste à dire je bosse, mais peu importe ce que je gagne. Voilà. Donc les choses se sont un petit peu corsées jusqu'au jour où Stéphane Marsan est parti fonder Brajlon et qu'avec un certain nombre d'autres et eu égard aussi à des incidents fâcheux, on a décidé d'attaquer pour récupérer nos droits. On a perdu le procès pour récupérer nos romans et donc il y a eu une transaction de ce point de vue-là. Mais le divorce était prononcé entre ce qu'on avait vécu et ce que moi après j'ai pu vivre à travers Brajlon et puis la suite, quoi. D'accord. Alors justement la suite. Parlons-en. La suite, ça a été assez rapidement aussi le jeu vidéo. Ouais. Puisque j'y suis venu après tout ça. Ah, on n'en a pas encore parlé, on va en parler enfin. Ouais, non, parce que forcément aussi, moi, j'ai été, alors je le suis vraiment beaucoup moins, mais j'ai été un gros gamer. Ouais. J'ai toujours adoré ça. On l'a bien senti là tout à l'heure pendant la partie de Spike V-Ball là, on t'a senti au taquet. Hein. Ah ouais, non mais j'ai bien, ouais, non j'étais pas mauvais. Ouais, non, carrément. Non, carrément. On a joué ensemble, on a perdu. Ouais, mais dans les zones, avec les honneurs. Ouais, avec les honneurs, je pense. Et donc le jeu vidéo, ouais, non, c'est donc bosser là-dedans, tant bien que mal, parce que aussi on est arrivé à une époque. Je suis pas joué avec les dates, mais il y a quelques temps quand même, si tu veux, tous les jeux n'avaient pas foncièrement besoin d'un univers, de dialogue ou de scénariste, quoi. D'accord. Honnêtement, c'est presque plutôt aujourd'hui qu'on sent qu'il y a un besoin là-dessus. D'accord. Beaucoup plus. Donc ça a été pas simple aussi de trouver sa voie là-dedans, mais ça l'a fait. Mais c'est pas la panacée quand même. C'est-à-dire que l'expérience aidant, après avoir travaillé avec des grosses boîtes et des petites boîtes. Ouais. Tu peux nous donner des projets écoute, moi, Infogrames, pour les gros, Infogrames Ubisoft. Ouais. Donc des machines, des grosses machines, quelques individus qui essaient de se battre pour que l'imaginaire ait sa place, c'est-à-dire pour pas refaire les mêmes choses. Et à côté de ça, des petits studios, notamment de très bonnes expériences. L'une avec Paul Cuisset, qui est un très bon game designer. J'ai bossé avec lui chez Delphine Software. J'ai bossé récemment avec lui sur son futur jeu Survival Horror. Ouais. Et puis, plus récemment, l'expérience Spiders, qui est une petite boîte française, où là, j'ai vraiment découvert le plaisir immense que tu peux avoir à bosser avec ceux qui font le jeu, mais je veux dire, à côté d'eux, quoi. C'est-à-dire que tu n'es plus dans les grosses boîtes où le travail est dispatché à travers des pôles. C'est pas le travail à la chaîne avec un tel qui doit s'occuper de telle partie du projet, un tel autre de tel autre. Si tu veux, c'est à la fois ça et plus de cohérence. Ouais, mais surtout c'est la politique qui joue énormément, parce que tu as affaire à des paquebots tels que le marketing. Tu parles des grosses boîtes là. Les grosses boîtes. Font que finalement, toi, tu arrives à trouver des moments dans des réunions où on est des quelques scénaristes à se comprendre, à essayer d'inventer des choses, mais derrière tout ça est raffiné, passe à la moulinette, et au final, il reste pas grand-chose quand même. Alors que là, quand derrière ta chaise, où tu fais 5 mètres et tu peux parler directement au lead codeur, au lead artiste, lui dire est-ce que je peux faire ça, et que derrière tu peux changer une phrase de dialogue parce que tu sais que lui pourra te dire non, ça c'est pas possible, ça c'est possible. Ça c'est précieux en fait. D'accord. Là tu es dans l'artisanat parce que tu bosses vraiment au cœur du jeu, quoi. Alors, ton premier projet jeu vidéo, c'est Outcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet? Qu'est-ce que c'est? C'est pas très intéressant. C'est pas intéressant. Mais je peux en parler. Moi, j'ai surtout bossé sur la. C'est quand même un jeu connu, quoi. Oui, non, bien sûr. Pour toi, ça a peut-être été intéressant. Et là-dessus, j'ai une participation très très minime sur Outcast. Par contre, malheureusement, j'ai beaucoup bossé sur Outcast 2 qui n'a jamais vu le jour. Où là, il y avait de belles intentions. Alors, quel est le but de ce jeu? Est-ce que tu peux nous le présenter rapidos? D'Outcast? Ouais. Non. C'est hyper compliqué. Non, c'est même pas compliqué. C'est-à-dire que pour moi, c'est tellement loin et que ça n'a tellement. D'accord, ça n'a plus cours aujourd'hui, donc. Ouais, pour être très honnête. Plus de raison d'en parler. Non, mais c'est vrai, j'ai une fâcheuse tendance aussi à.
quand je tourne une page, elle a vraiment la tournée. Donc, eh bien, tournons voilà. cette page alors. Sur quel autre projet est-ce que tu as travaillé de jeux vidéo? Parce que pour les gens qui nous écoutent, retrouver, se dire tiens, il y a Mathieu Gaborit qui a travaillé là-dessus, ça fait un. Par exemple, je suis sûr que Flavie, qui lit tous tes romans et connaît par cœur le moins de Ah, détails. mais moi, je préfère les romans, moi, tu sais. Oui, mais, Ouais. retrouver peut-être Ouais, la mais patte tu sais, Mathieu je Gaborit pense dans le que jeu vidéo, ça peut être sympa. retrouver ma patte entre guillemets dans le jeu vidéo va être compliqué pour peu qu'on y cherche ce qu'on a pu y trouver dans les romans ou dans le jeu de rôle. Ok. Ça va être très compliqué parce que tout ça est très noyé, quoi. Hmm. Le jeu vidéo, à compter du moment où c'est pas un projet porté par un petit studio, où tu es en amont du projet, tu arrives soit en cours, soit tu arrives sur une Bible, soit tu arrives sur des histoires. Alors, si par exemple là, le Hero 6, je peux Ouais. dire que j'ai quand même participé très activement, en tout cas du point de vue de l'histoire et des personnages. D'accord. Mais encore une fois, ça a été très mollet. D'ailleurs, j'étais pas seul, on était une équipe de 3 scénaristes, Ouais. plus d'autres. Enfin, c'était une grosse équipe. Ça, c'est son avantage, ses inconvénients. Mais on a quand même pu dire des choses là, par D'accord. exemple. Alors justement, quand tu travailles sur un projet comme ça, donc t'es quoi? T'es scénariste, t'es écrivain? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'es quand même avant tout considéré comme scénariste. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Alors, comment ça scénariste. concrètement, Concrètement, tous ça les veut- mois, tu rends des papiers? Comment ça se passe? Non, alors très concrètement, tu fais une réunion, on te dit voilà, on a ici. Non, d'abord, même en amont, tu définis un petit peu. Tu as l'essence du jeu, c'est-à-dire là, on va raconter l'histoire d'une dynastie, etc. Donc d'accord, ok. Donc à partir de là, tu t'es emparé aussi du background, parce que mine de rien, celui des Heroes, gros passif, énorme passif Heroes, avec une énorme communauté de fans. Ouais. Et donc tu t'empares de ça. Et à Schist, la volonté, ça a été vraiment d'essayer d'harmoniser l'univers, d'abord, et ensuite de créer des histoires assez fournies, assez ambitieuses. Et là, bah, c'est un grand jeu de scénaristes, Ouais. au même titre que tu peux te retrouver dans un Velleda, et puis tu commences à écrire des histoires, chacun arrive avec ses idées, on brainstorm. Voilà, et puis on crée des histoires. D'accord. Et ça se joue chez toi quand tu essaies d'inventer des péripéties, des Et en fait, c'est enjeux, à ces réunions surtout que tu es très actif et. Bah, tu es très actif en fait dans les deux, c'est-à-dire que non seulement à compter du moment où on s'accorde dans un brainstorm pour dire un tel en fait a quitté, a assassiné son père pour telle et telle raison, derrière tu vas devoir dire tout ce qu'il en découle et tu vas devoir l'associer surtout à la campagne qui va par exemple concerner les nécromanciens dans Hero 6. Voilà, tu dois à la fois faire jouer la corde du gameplay Ouais. et l'intérêt pour moi. Là, tu parlais, c'est marrant parce que c'est intéressant, tu parlais système et univers harmonisé. Pour moi, dans le jeu vidéo, là, je le ressens de plein fouet. C'est-à-dire, pour moi, un jeu vidéo ne peut pas exister sans cette profonde alchimie entre le gameplay et l'histoire. Tu fais pas un shoot 'em up tu fais pas un shoot 'em up qui parle d'amour, tu fais pas Exactement. Et comprendre. Moi, il y a une théorie qui me fascine. Il y a des cas, enfin, j'ai des exemples de choses. D'un coup, je viens de me souvenir d'un shoot 'em up qui parlait d'amour, pourtant. Enfin, on peut le considérer comme un shoot 'em up. Mais bon, bref. Mais bon, c'est spécial. Au même titre que tu mets la magie en amont de tout, chez moi en tout cas, il y avait Stephen King dans son bouquin Écriture a dit un truc qui m'a frappé. Il a parlé de l'existence des fossiles. Et je trouve que c'est profondément vrai, c'est-à-dire tu t'aperçois qu'en fait sur chaque univers qui existe, il y a à l'origine un fossile qui est et que tu dois déterrer. C'est-à-dire, par exemple, moi, à un moment, je vois le souffle comme une magie, et là, je creuse. Je suis vraiment l'archéologue de mon propre imaginaire, je creuse, jusqu'à ce que je découvre ce fossile, et là, je me dis, là, voilà, je suis au cœur du truc, le souffle, ça veut dire ça, et c'est comme ça qu'il va infuser le reste de l'univers. Et ça, je le trouve partout. Tu vois, chez Spiders, par exemple, j'ai l'occasion de bosser sur un univers qui a été créé par Jeanne Rousseau avant, qui s'appelle Mars, qui a été décliné par un premier scénariste et qui, là, sur une nouvelle proposition, doit devenir autre chose. Donc c'est moi qui m'empare du projet. Et bah, précisément, j'ai dû plonger dans l'univers pour découvrir le fossile. Et ça, c'était passionnant. D'accord, ok. Pendant que tu es en train de faire des jeux vidéo comme ça, tu continues aussi tes romans dans cette période-là avec Delphine Software, Ubisoft, Infogrames? En fait, au fur et à mesure... tu continues d'écrire? J'ai continué d'écrire, mais j'ai écrit avec... j'ai énormément perdu confiance en moi sur l'écriture.
et surtout, je n'arrivais plus à y trouver du plaisir. Et je me suis aperçu que... Aïe. Ouais, mais vraiment. Ça se ressent dans un livre auquel je pense. Alors, je me rappelle pas de son nom pour le coup. La faille de C'est ça, c'est ça. Et ça se ressent mais oui, parce que vachement, c'est un cette ouvrage lassitude. de commande totale où j'étais incapable en fait de raconter des choses intéressantes, quoi. Donc c'est un ouvrage de commande. Autant sur le suivant. Celui avec le serpent, ouais, voilà. celui-là, il est là, bien. je me suis retrouvé. Mais il y a un moment en fait où j'avais tellement peu confiance en ce que je faisais que j'ai dû me réfugier derrière des licences en fait. Donc j'ai cherché de la commande pour pas avoir à me mettre à nu, enfin pour pas avoir à mettre. C'est dingue. Et depuis quel livre t'es dans cet état ? Je pense que c'est pas lié seulement au livre. Ça c'est après les Chroniques des Féales. Ouais. Là, j'ai vraiment vécu un moment difficile. Alors, est-ce qu'on peut parler des Chroniques des Féales, du coup ? Bien sûr, on peut en parler. Est-ce qu'il y a des livres entre Agone et Chroniques des Féales ? Excuse-moi, parce que je ne connais pas ta bibliographie par cœur. je crois. Il y a les Abîmes. Alors, Abîme, on en a déjà un petit peu parlé. Ah si, j'avais une question à te poser à propos d'Abîme quand même. Maspalio, c'est pas un PJ, ça ? C'est un personnage d'un de tes joueurs à l'origine, non ? Exactement, ouais. Celui de Guillaume. Alors, justement, je me posais la question, je voudrais rebondir là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, comment dire, quelle importation il y a du jeu de rôle vers les romans ? Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'écrire des romans en t'inspirant des parties de jeux de rôle que vous aviez fait avec tes potes ? Pour être très honnête, non. En revanche, il m'est arrivé d'avoir un univers en tête et de l'avoir proposé à jouer. D'accord. Donc c'était pas l'histoire que. En fait, c'était les scénarios qui après m'ont servi un peu, j'allais dire, de grande piscine pour aller y nager et puis. Mais j'ai jamais noté, par exemple. Noter les parties, ouais, non. D'accord. Non. Ouais. Mais non. par contre, tu as fait jouer pour Abîme, tu as fait jouer les scénars que tu avais prévus, enfin les éléments du livre que tu avais prévu, tu les as fait jouer à un de tes potes. Non. Non plus. Alors non, pas exactement. D'accord. Pas exactement, mais en tout cas. Non, Maspalio c'était un hommage, mais le nom en tout cas. D'accord. Mais j'avais ébauché la ville. Par contre, je trouve que après, quand ça devient un roman, c'est très différent, quoi. C'est le matériau se transforme complètement. Alors, les Chroniques des Féales, qu'est-ce que c'est ? Chroniques des Féales, c'est. Je ne connais pas. Présente-moi. Donne-moi envie d'acheter là. Alors ça, je ne sais pas faire. Déjà, je vais te dire, pour retrouver la Chronique des Féales. Putain, mais. On le trouve pas partout, quoi. Faut le commander. Okay, ouais. Non, les Chroniques des Féales, c'est avant tout parler du mimétisme, c'est-à-dire de la transformation, parce que c'est un thème qui m'est profondément cher. D'accord. Et là, c'était de prendre des animaux mythiques et de dire qu'ils étaient un petit peu à la source de la magie du monde, de l'enchantement du monde. Les dragons, les licornes. Voilà, les phénix, les caladres, enfin les pégases, plein de choses, quoi. D'accord. Et donc, à partir de là, autour d'eux, s'est façonné un univers. Et moi, j'ai voulu parler surtout de la transformation, quoi, de la manière dont tu peux t'amener à faire corps avec une créature. Donc, d'accord. La métamorphose et tout ça. Et les Chroniques des Féales, concrètement, c'est devenu une trilogie chez Brajlon, avec une erreur qu'on a partagée tous les deux avec Stéphane. Ouais. Une erreur terrible, c'est d'avoir voulu faire quelque chose à l'américaine. C'est-à-dire, j'avais un défaut majeur qui était de vouloir d'être étouffant. Moi, il y a une chose que je ne sais pas faire, mais que j'apprends à faire beaucoup plus maintenant, c'est ce que j'appelle le repas de noisettes. C'est-à-dire tes personnages, j'allais dire tes aventuriers, tes personnages qui partagent un repas où ils se disent rien, mais ils se disent tout, parce qu'ils vivent sans être dans l'action, mais dans l'action au sens large, c'est-à-dire même dans la vérité du monde. Ils parlent juste de moi j'aime bien manger des pommes et toi tu préfères les poires, tu vois. Donc c'est quelque chose qui en apparence ne sert à rien et qui au final sert à tout. C'est-à-dire que c'est le moment en fait déjà le lecteur respire parce qu'il est dans quelque chose d'appréhendable qui pose un peu. Et je suis moi toujours obsédé par l'idée qu'un personnage, qu'un lecteur a besoin d'entrer dans un univers par la petite porte, par ce que j'appelle la poterne, parce que des anecdotes. C'est-à-dire c'est même pas des anecdotes, c'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'un univers ne t'écrase pas. Je trouve qu'un univers toujours est très étouffant, quel qu'il soit.
Et si on t'y fait entrer en te mettant dans une montgolfière, en te disant regarde tout ça, regarde. Ouais. Et là, je trouve ça terrible. Alors que toi, tu préfères rentrer, genre, on commence, on est dans une maison, dans Souvent. une ville Voilà. particulière, Voilà. un endroit bien particulier de cet univers, et au fur et Et à là, mesure du voyage, on va le voilà. découvrir. Et là, Alain Desvent, par exemple, ferait des bons, parce que c'est vrai que les Américains, eux, vont faire le spectre large, c'est-à-dire qu'ils vont souvent, je caricature, hein, parce que c'est pas tout vrai tout le temps, bien sûr, mais bien souvent, ils vont partir du ciel et ils vont plonger vers la tour qui est au pays de Schmutz et habitée par les Grubulds, quoi. Et D'accord. ça, c'est quelque chose qui, moi, mais pas du tout familier, quoi. Bref, les féales, c'était ça. C'était essayer de le faire entre guillemets à l'américaine, essayer aussi de faire des repas de noisettes, faire toutes les choses que je ne savais pas faire. Donc ça a été un terrain d'expérimentation, ce qui fait que le bouquin n'était pas Tous très les trois tomes ne sont pas parfaits. Voilà. Mais moi, j'ai 3 questions du coup, parce qu'il y a Ouais. des choses dont je me suis rendu compte. Fais quand je t'ai péter lu les à ce questions. moment-là. fait pétaille. Alors, ce que je vais dire, c'est sous réserve, parce que voilà, j'avais l'impression. Oh, prends pas de pensette. Hein. J'avais l'impression, en lisant la chronique des Féales, que les personnages masculins étaient plus faibles que les personnages féminins dans tes écrits. Alors, écoute, alors là, je vais te répondre avec une simplicité tout à fait mienne, c'est-à-dire, j'aime pas les mecs, et je pense que le monde appartient aux femmes, mais je le pense d'une manière absolue, c'est-à-dire que pour moi, la question se pose même pas, et je vois même pas pourquoi on aurait besoin d'en parler, en fait. Donc, non mais, voilà, une fois que j'ai fait ça, c'est pas vrai, parce que j'ai des amis, parce que enfin, yes, et que j'ai beaucoup de plaisir à être avec des hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les femmes sont une source de fascination totale et que c'est elles que je veux adorer, si je peux le faire, à travers des romans, quoi. Parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé tes romans, c'est parce que l'image de la femme forte, c'est pas un truc qu'on trouve beaucoup dans la fantaisie. Tu crois? Bah, je suis désolée, elle mais- est balèze, Valéria, dans Conan le Barbare, quand même. Ouais, mais elle est enfin, pas ouais. vraiment hyper profonde. Enfin, Dans- ouais, t'es bien gentil, c'est- mais ouais, Howard n'est pas celui Ouais. qui honore le mieux, je dois dire, les femmes. C'est clair, mais justement, en fait, c'est justement, enfin, dans Tolkien, à c'est part pour ça que je choisis Galadriel, précisément cet exemple. Ouais, je comprends. à part Tolkien, dans Tolkien, Galadriel, elle apparaît quand même pas énormément. Ça- Moi, je suis quelqu'un qui a lu énormément de fantasy, et si j'aime beaucoup aussi Robin Hobb, c'est parce qu'on retrouve des personnages féminins, Ouais, D'accord. et aussi Ouais. parce que même ces personnages masculins ont une résonance très féminine au final. ouais, d'accord. Et je suis désolée, mais dans la fantasy, c'est pas évident que Non, la non. femme, c'est elle qui va aller sauver le héros, Ouais, comme à mais la bien fin sûr, des mais bien Féales. sûr, et, parce que tu te débats de toute façon. Oh, avec, que le spoiler. Enfin, c'est pas grave. On va continuer. Hein. De toute façon, il a dit qu'ils étaient pas tous très bons, les trois Ouais, femmes, non, non, donc mais c'est pas très grave. J'assume ces erreurs-là. Après, je pense qu'il y a des choses que j'aime dans les Féales, mais tu vois, typiquement, Januel, qui est le personnage principal, si je pouvais lui tordre le cou au détour d'un sentier, je le ferais, mais avec un plaisir Moi, je dirais qu'il évident, quoi. il a le syndrome Évangélion Shinji. Ouais. Je sais pas si tu connais ce manga. Mais ouais, et non, si tu veux, le problème, c'est que je voulais d'un personnage qui soit bon malgré lui. Et en fait, c'est impossible. Enfin, moi, j'ai pas su le faire. J'ai pas su décrire ça. J'ai pas su décrire qu'un mec qui finalement, c'est pas l'homme aîné bon quelconque. C'est l'homme qui découvre qu'en fait, en lui, précisément, il y a une magie de la bonté, etc. Et en fait, voilà. Et en fait, au final, tu fais une espèce de béni oui. Alors qu'au final, terrible, ce quoi. que tu viens de décrire, sa comparse avec qui il va avoir une histoire, là, pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va s'apercevoir que non seulement elle est du bon côté, mais elle va faire tout alors qu'elle s'en fout, en fait. Alors, Au final, d'être du bon côté, elle va faire Ouais, toute sa tout à fait. propre volonté et elle Mm. va devenir une héroïne malgré elle, quoi. Ouais. alors Flavie, t'avais dit qu'il y avait, t'avais plusieurs questions. Oui, alors la la ça, c'était la deuxième première. question, la deuxième question, c'est au niveau de la perversion dans tes bouquins. Il y a Oula. toujours cette notion que quelque chose a été bon puis a été perverti et Notion on est à la féminine, recherche d'une justice qui est perdue ou d'un état de bonté ou de perfection dont on est à la recherche et qui a été perverti par l'être humain. La flamboyance dans la gaune. Il n'y a pas que ça, même dans les bouquins avec Amandine Labarre, avec ce petit farfadet ou ce petit elfe, je sais pas, qui était parfait, qui se fait pervertir par les hommes. Il y a souvent cette idée-là. Bah, je pense, Alors, Mathieu. Ouais, non, mais déjà, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que je n'en ai pas forcément conscience, à ce point-là en tout cas.
T'es corrompu, Mathieu. Non, mais je pense. Enfin, ouais, globalement, je suis pas très optimiste sur l'homme, malheureusement. Je le regrette d'ailleurs. C'est voilà, je le trouve plutôt perverti, quoi. Donc j'en parle sans doute comme ça, mais en plus sans volonté démonstrative, tu vois, de parler de ça. Et tu me l'apprends en fait en me disant ça parce que je suis pas, tu vois, j'en ai pas forcément conscience de le dire en tout cas ou de le raconter à chaque fois. Troisième question. Attends 2 secondes, là, j'ai zappé ma question. C'était quoi déjà? Non, mais en fait, en plus, question là, je fais une réponse qui n'en est pas une parce que on a, ouais, non, je sais même pas ce qu'il faut en penser à part ça, c'est-à-dire, ouais, ouais, l'humain globalement me fout la trouille, quoi, me fout un peu la trouille, donc j'ai l'impression quand même que, enfin, euh, si tu veux, moi j'ai on en a parlé, j'ai une fascination pour Gandhi, j'ai une fascination pour la gentillesse, mais qui est celle qui va dire, qui va te laisser la liberté au connard de comprendre qu'il en est un, sans pour autant le lui asséner. Ouais. Je sais pas comment expliquer tout Bah, à fait ça. c'était pour les gentils, mais qui sont pas chrétiens, quoi. Au Ouais, sens où ils vont pas forcer les autres à accepter un c'est ça. ensemble de normes Ouais, sans doute. morales, Ouais, etc., quoi. C'est-à-dire que t'es pour la bonté, mais contre le dogme de la bonté. exactement. Voilà, la Ouais, bonté tu dis mieux, naturelle. Quand tu dis par exemple que tu voulais faire de ton personnage dans les Chroniques de Féal quelqu'un de bon naturellement, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que quelqu'un de bon qui ne suit pas une règle, etc. Ouais, et c'est vrai que à notre époque, Un dogme. ouais, à notre époque, je trouve ça très très compliqué, cette histoire de Oui. gentillesse. Parce que Plutôt, déjà le oui. mot est affreusement galvaudé, donc tout de suite on va te dire c'est pas forcément une faiblesse, mais c'est quand même un effacement, un renoncement de soi. C'est clair. Alors que Ah, il est gentil, lui, sous-entendu, il est ouais, un peu con, quoi. il est un peu con, ou alors il la ramène pas parce que. Mais je trouve que enfin, tu les reconnais assez vite, les gens qui sont gentils. Alors le mot voilà, est difficile parce qu'il est un peu péjoratif, mais Tu me disais l'autre jour quand on se baladait, c'est malheureux, il n'y a plus de gentils. ouais, mais je Alors, trouve, ouais. Parce Qu'est-ce que que ça veut dire, ça? bah, ça veut dire ça, c'est-à-dire que tu t'aperçois très souvent que de gens sincères et de gens limpides ne courent vraiment plus les rues, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de Ah non. calculs, beaucoup d'anticipation. En fait, c'est en cela, je dis que je suis un nain qui s'ignore. Enfin, non, qui s'ignore pas du tout, même d'ailleurs. Je voudrais être un nain, c'est le côté instinctif. C'est le moment où, effectivement, on arrête de se la péter ou se la raconter et qu'on livre, en fait, c'est cette franchise même. Tu vois, j'adore la franchise. On livre ses faiblesses comme ses forces, voilà, gratos, quoi. exactement. Et sans filtre, et ça peut être très violent, hein, de toute façon. Mais je trouve ça. Enfin, c'est tout de suite les gens vers qui je peux aller, quoi. De toute façon, on gagne toujours à être naturel. Hein. Je sais pas, sans doute. Je sais pas de vérité, moi, mais c'est. Bah ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est l'esprit avec lequel, par exemple, tu vois, ce podcast a été fait. On s'est dit, ouais, on va faire un truc, ça sent, ouais. une conversation où on va être naturel, on dit de la merde, on dit, voilà, c'est. En parlant de trucs pas naturels, j'en arrive à ma question Bernard Pivot. Je suis vraiment désolée. Là, je le sens. Voilà, alors, dans la chronique des Féales, il y a le monde des morts qui est séparé, ce soir sur France Culture, qui est séparé des mondes des vivants, et c'est ce qui crée la merde. Et donc, le monde pour schématiser, le monde des morts doit être ramené dans le monde des vivants. Oui. Et moi, ça m'a fait penser, en fait, à la peste. Quand ils expliquent que les cimetières ont été mis loin des villes et que du coup, les vivants savent plus vraiment ce que c'est la vie. D'accord. Et je me demandais si c'était ce que tu avais voulu dire. Alors, non. Enfin, en fait, c'est le problème. En fait, je crois que je n'essaie de rien dire. C'est bien, comme ça, on peut mettre plein de choses dans tes bouquins. Non, mais si tu veux, non, mais en fait, c'est ça qu'il veut. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, lorsque tu disais il faut que le lecteur puisse se mettre dans mes livres, enfin puisse se mettre dans un livre pour que ça plaise. Et puis vraiment, enfin, je pense que même si, enfin, si consciemment tu n'es pas en train de dire quelque chose, de toute façon, si pour peu que tu fasses vraiment de l'imaginaire, que tu sois sincère, tout ça est déjà là, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tu viens avec ton âme, t'écris avec ça a priori. Donc avec tout ce qu'elle suppose, je veux dire, dans
dans ce qu'elle a de complète, quoi. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être. Enfin, t'arrives avec ton passé, quoi. T'arrives avec ton gros sac à dos et tu mets tout ça dedans, quoi. Donc, mais le formuler en amont, moi, je sais pas le faire ou je savais pas le faire. Et là, je commence à me dire que ça peut être intéressant aussi d'avoir une. Alors, ce que je déteste, c'est la démonstration. C'est du genre, je vais écrire ce bouquin pour dire. Je suis contre la fin dans le monde, tu vois. Ça m'intéresse pas beaucoup. En revanche, te dire, je suis dans un registre. Tu vois, le souffle, par exemple, je veux parler de la solitude. Ça, je me dis, c'est important. Et vouloir parler, par exemple, de ça, avant, je ne l'avais jamais fait, en me disant, je vais parler de ça. Avant, pour moi, c'était un univers. Dans les livres avec Amandine Labarthe, tu n'avais pas ça comme point de départ, parce qu'on sent qu'il y a une grosse cassure avec ton écriture d'avant dans ces bouquins. Ouais. Je pense aussi parce que, du coup, il y a dû y avoir un entremêlement avec les images, et que certaines images parlent d'elles-mêmes, et que, du coup, il y avait besoin de moins de mots. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté plus forte de dire quelque chose dans ces bouquins. Ouais, sans doute. Et puis en plus, c'est parce que déjà, tu travailles. Quand tu travailles avec quelqu'un, c'est d'abord, avant tout, aussi être à l'écoute de quelqu'un. Et je trouve que moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'écouter chanter Amandine à travers ses dessins, sa création. D'autant plus que c'est une personne très. Comment dire ça, très profondément sincère aussi. C'est une femme très proche de la terre, très proche des arbres, de la nature. C'est une gentille. Oui, ça c'est clair et net. Mais c'est une personne très sensible, mais très proche de la nature. Et c'est ça qui m'intéressait aussi de sentir chez elle. Et moi, je pouvais apporter aussi un imaginaire. Et ce qui m'intéressait, c'était voir la métamorphose, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment, il y a des imaginaires qui se fusionnent, qui se mélangent, et on regarde ce que ça donne. Et encore une fois, on regarde presque ça de l'extérieur. Tu vois, c'est... Mais moi, d'un point de vue, ça va pas du tout être péjoratif. Au contraire, pour moi, c'est un vrai compliment. Je trouvais que ces deux ouvrages-là se rapprochaient presque à de la littérature de jeunesse, avec cette forme de simplicité. Innocence, tout à fait, complètement. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est très reposant aussi, j'allais dire, d'un point de vue imaginaire, d'être simplement dans des images ou dans cette naïveté-là, qui, alors pour moi, foncièrement, est très violente parce qu'elle n'est pas sous-tendue par une cohérence. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le conte, j'ai beaucoup de mal avec les mythes, parce qu'ils sont pour moi totalement déconnectés effectivement de cet artisanat de la magie, et c'est seulement aujourd'hui que j'apprends à redécouvrir les mythes et tout ça. Et c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie évolution. En philosophie, il y a un truc qu'on distingue, le thème et la thèse. C'est-à-dire la thèse, c'est ce que dit l'auteur, le thème, c'est ce sur quoi ça cause. Alors la thème, ça va être la politique, et puis la thèse, ça va être il faut diriger un pays avec une main de fer dans un gant de velours. Ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, toi, ce que tu as l'air de dire là, c'est qu'en tant qu'auteur, tu choisis pour un bouquin le thème, mais tu ne sais pas ce que tu y dis. C'est-à-dire que tu ne sais pas la thèse qui est défendue à l'intérieur. Exactement. C'est ça, c'est vraiment ça l'idée? Ouais, franchement. Alors, après, là, on a vu les chroniques d'Éphéal. Qu'est-ce qui vient ensuite? Les livres avec Amandine là-bas. Ensuite, il y a eu. Vraiment, j'ai essayé de faire une espèce de. J'irais plutôt la feuille de Caïbert, mais je pense que non, mais moi, je suis en terre brûlée sur ce que j'écris, donc c'est vrai, j'ai pas ça en tête, mais je pense que ça doit être ça. Ça va être chez Rackham, les commandes chez Rackham. Ouais, c'est ça. Feuille de Caïbert et l'autre, c'était. Je me rappelle plus du nom du deuxième. Je vais le retrouver. Bien, les centres de la colère. Ouais, c'est ça. Alors l'expérience Rackham maintenant, est-ce que tu pourrais nous en parler? Nous parler de ces deux bouquins? Écoute, Rackham, là aussi c'est un petit coup de pied du destin, parce que il y a très longtemps, un type vient me voir en me disant je voudrais créer des figurines. Il me montre quelques dessins et il me dit voilà ce que tu veux faire l'univers. Et je lui dis à l'époque j'ai pas le temps, j'étais à Multisim. En plus c'était vraiment vrai quoi. J'avais juste pas le temps de m'en occuper. Et il se trouve que ce type c'était Jean Bay et que ce mec-là a créé Rackham et a créé tout ce qu'on sait, c'est-à-dire quand même un joli petit bout de rêve. Oh bon Dieu. Sur des. Quel gros bourrin. Et qu'est-ce que tu veux dire? Son œuvre est fantastique. C'est-à-dire que d'abord, il a réussi à créer un jeu de figurines, donc un jeu d'escarmouche qui a fait trembler Games Workshop en France. Ça, faut bien le dire. Il a réussi à s'exporter au moins jusqu'en Allemagne avec succès. Donc c'est quand même un gros talent parce que
Games Workshop, c'est un peu le World of Warcraft du jeu de figurines, hein. Comme Magic au jeu de cartes. C'est un espèce de gigantesque monstre. Pour le buter, il faut aller loin, quoi. Et Rackham a fait vraiment, à mon avis, trembler Games Workshop en Europe, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est vraiment des idées de génie. Le fait de faire des figurines déjà tout en plomb, super jolies, avec un système de jeu simple, efficace, escarmouche, en même temps assez réaliste. Fallait moins de temps, moins de place, moins de coûts financiers, ou alors si le coût financier était un petit peu plus important, au moins c'était amorti parce qu'on pouvait jouer tout de suite. Enfin bref, il y a plein de super bonnes idées. Moi j'avais envie de dire que c'était déjà en fait la première, une révolution dans le jeu de figurines qu'allait vivre le jeu de rôle ensuite, c'est-à-dire le jeu de rôle version poche. Je sais pas si toi tu suis encore l'actualité du jeu de rôle. À l'heure actuelle, la révolution elle est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeux de rôle grand format ont encore du succès parce qu'il y a toujours des collectionneurs, etc. Mais on voit émerger en fait de nouveaux types de jeux plus courts, plus petits, plus facilement transportables, du jeu de rôle prêt à jouer où tu le lis la journée, tu y joues le soir. Donc c'est le cas comme des gens comme John Doe, même les productions de Silent Drift ou de la boîte à eux sont vraiment dans cet esprit-là. Donc voilà, et pour moi Rackham c'était un peu ça, mais au jeu de figurines. C'est pour ça que j'ai énormément d'admiration pour Rackham. Voilà. C'est pour ça que et c'est vrai que non mais c'est là que je parle d'un coup de pied du destin, c'est que je sais plus combien d'années après, il se trouve je sais plus pourquoi on parle de ça et on se dit qu'un roman serait possible dans l'univers Rackham. C'était sympa de revenir vers lui après avoir entre guillemets failli croiser son chemin à ce moment-là, quoi. Bref, et donc 2 bouquins pour eux, un premier qui est pas très heureux parce je sais pourquoi il est pas très heureux. Il y a des elfes, Mathieu, dedans. non, mais c'est même pas ça. C'est que je pense que j'étais pas capable de restituer aussi l'ampleur, m'emparer l'univers suffisamment. Disons qu'il y a 2 histoires. Moi, j'ai l'impression quand on lit le bouquin. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire personnelle du héros qui est hyper intéressante, où on ressent toutes ses émotions. Mais il y a une vraie dichotomie entre ce héros dont on suit l'histoire personnelle avec tout le reste, en fait, qu'il y a autour, avec cette grosse attaque, cette bataille, qui finalement ferme 2 histoires en une. Ouais, mais je vais te dire, en fait, il y a quand même une vraie contrainte là-dessus, c'est celle de qui était aussi de penser, c'était un bouquin de commande, il fallait parler des unités, quoi. Il fallait parler de tout ça. Alors, j'ai pas eu le talent, si tu veux, pour mettre tout ça en scène, mais c'est vrai que il fallait pouvoir même citer les unités et citer des armées de squelettes, c'est pas évident. C'est sûr que l'exercice est mais périlleux. Justement, moi j'avais l'impression. Enfin, je sais pas si tu as lu je vais pas retrouver le nom. Ce grand livre grec, la guerre de Troie. Oui, l'Odyssée et la guerre. Voilà, en gros. Bref, le bouquin grec sur la guerre de Troie. L'Iliade, où tu tapes pendant des pages et des pages. Et voici venu Agamemnon derrière. Avec c'est Léon Zitrone qui présente les armées. Et pendant 35 pages, il te présente les armées avec ça. Et donc, il y a vraiment deux Iliades. Ça n'empêche pas l'Iliade d'être un très bon livre. Il y a l'histoire de l'Iliade et autrement, il y a un moment, il y a les armées, où on te cite non-stop pendant 35 pages les armées. Et là, c'est ça. Ça n'empêche pas que ça reste un bon livre, La faille de Khyber, mais on sent qu'il y a un moment, il fallait parler de la bataille. C'était ça, bien sûr. Parce qu'en plus, il fallait... C'est là aussi, on parlait de système et d'univers. Là, précisément, pour être dans le registre et dans l'écho avec le jeu confrontation, Ragnarok, tout ça, il fallait avoir cette bataille mise en scène, etc. Donc après, tu veux, il y a des gens qui savent le faire. Hein. La légende de Gemmel, ça fonctionne, tu vois. Mais bon, quand c'est pas ton univers, et moi j'ai pas su forcément. Peut-être que, en plus, j'étais avec le recul, je pense que j'étais pas la bonne personne pour écrire ce bouquin, précisément. Je pense qu'il aurait fallu quelqu'un peut-être de moins convaincu, instinctif. Ouais, peut-être de moins instinctif. Ou moi, je suis quand même quelqu'un qui cherche des sentiers un peu moins battus, globalement, et donc voilà. C'était peut-être pas... Les personnages sont généralement des personnages qui sont emmenés dans les flots d'une destinée qui comprennent, qui contrôlent ni ne comprennent, et c'est vrai que du coup dans ce bouquin-là. Tout à fait, ouais. Et voilà. Et donc après, par contre, comme j'étais plus à l'aise avec cet univers. En plus, l'exercice était compliqué dans la mesure où les romans étaient là pour annoncer la parution d'un nouveau peuple. Donc, c'était les elfes.
pour La Faille de Kyber, et ça a été Les Ophidiens pour... pour le coup, le livre avec pour les le Son de la Ophidiens, colère. il est vachement bien. Et Alors, là, je me suis justement. vraiment retrouvé parce que, précisément, déjà, il y avait l'intimiste, et pour moi, c'était surtout l'occasion de parler de polar, que j'adore le polar. Parce que, tu vois, je trouve très intéressant une phrase, je ne sais plus qui l'a dite, mais qui disait demain, quand ceux qui découvriront notre civilisation pourraient adorer la découvrir à travers le polar. Dans ce qu'elle avait de parler du contemporain, du métro, du troquet, d'un bar, etc. Et je trouve que moi, ce que j'aimerais bien, et c'est ce que j'ai vraiment pu faire avec Abîme, entre autres, alors pas comme j'aurais voulu, mais quand même approcher ça, c'est d'être le contemporain de mon univers et de le parler comme si j'y étais. Et c'est pour ça que je trouve que la forme du polar est précieuse de ce point de vue-là. Après, elle a ses travers, mais en fait, je rêve d'écrire du polar. J'ai pas les couilles pour ça, mais je rêve d'en écrire, quoi. Vraiment. Je te passerai peut-être un bouquin avant que tu partes de la Barreau. Voilà. Ce deuxième livre dont tu parles, quel est le thème? C'est quoi l'histoire? Alors, ça a l'air d'être un peu mieux que le premier, donc ouais, ça un peu dessus. c'est l'histoire en fait d'une sorte de procureur, on va dire, ophidien, qui vient dans une bibliothèque. C'est une espèce de nom de la rose. Où j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un ophidien, c'est-à-dire dans les 5 sens d'un ophidien, et de faire découvrir une communauté, un peu mystique. Mais le livre est drôlement sensuel, hein. On ressent vraiment les sens, même c'est tout bête, mais à part le parfum, il n'y a pas énormément de livres qui parlent de ce qu'on peut ressentir, en fait, sentir, et le sentiment olfactif. Et toi, tu le fais dans ce bouquin-là, c'était agréable. Pour peu que tu parles, que tu t'intéresses effectivement aux serpents, parce que j'ai commencé par là, à lire un peu ce qui se disait sur les serpents, tu vois que c'est leur langue qui décrit, qui déchiffre leur univers à eux. Donc c'était vraiment passé par ça pour essayer de... Ça, c'est vachement intéressant. Mais ouais, c'est parce que... Il est intéressant à lire, il faudrait que tu le... D'accord, ok. Et voilà, et puis après c'était même mettre en scène, mettre en forme cette enquête, de la nécropsie, jouer aussi avec les registres du polar pour s'amuser avec. Et dans un univers de fantasy. Dans un univers de fantasy qui en plus était très typé puisqu'il mettait en scène effectivement que des ophidiens. Donc c'est quand même des créatures énormes, levées sur elles-mêmes. Et donc ça, c'était intéressant. Puis le rapport des ophidiens aux êtres humains est quand même super intéressant dans le bouquin. Donc la majorité des êtres humains sont considérés par les ophidiens comme des moins que rien. Et il y a ces êtres humains qui sont attachés aux ophidiens qui, eux, par contre, passent leur temps contre eux. Il y a un rapport vraiment charnel, en fait, presque malsain entre le serpent et l'être humain, tu vois. C'est-à-dire que il y avait aussi cette... c'est la Belle et la Bête, quoi. Il y a un couple, à Sidion et Ayane, donc il y a une femme qui est au service de ce procureur, avec des guillemets, et vraiment leur relation était de cet ordre, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois amour-haine, répulsion et attirance, parce qu'ils se retrouvaient dans une espèce de sensualité, comme tu dis, un peu sulfureuse, et c'était intéressant d'ailleurs de parler de ça. C'était Après ce livre, tu voulais parler de deux autres... Ouais, on a déjà commencé, celui avec Amandine Labarre. Comment t'en es venue à travailler avec elle? Parce qu'elle était super connue. Moi, en fait, j'étais contente de voir que vous travaillez ensemble parce que je l'avais déjà regardé ses illustrations. Si je me trompe pas, c'est moi qui ai vu son site, qui lui a envoyé un mail en disant « Je trouve que c'est bien ce que tu fais, est-ce qu'on bosse ensemble ?» Et ça s'est fait comme ça. C'était drôlement une bonne idée. Ouais, non, mais c'était... ça s'est fait avec beaucoup de simplicité. On a passé des moments très agréables, un moment à marcher dans Paris ensemble. C'est ce qu'a donné Ferrycity ? Ouais, c'est ce qu'a donné Ferrycity. Elle prenait des photos. Et c'est vrai qu'Amandine est vraiment quelqu'un de très sensible, je te disais, à la nature, à tel point, si tu veux, qu'elle était contente, parce qu'à l'époque, je vivais dans une petite maison à Paris, d'être au contact du rez-de-chaussée. Parce que ne serait-ce que pour elle, vivre dans un appartement donc loin de la terre, pour elle, ça peut être vraiment source d'angoisse peut-être ou de malaise. Donc pour elle, Paris, c'était quand même aussi violent, quoi, comme expérience du bitume. Et ça, c'était pas mal de pouvoir vivre ça. Et comment vous est venue l'idée de ce jeu de cartes à tarot où au final on continue l'histoire Je trouve ça hyper intéressant. Mais... Tu vois, c'était ça, c'est-à-dire déjà revenir, même de se réemparer du mythe du tarot, qui est quand même très très lourd, quoi.
Mais de le prendre aussi avec une espèce de détachement et de simplicité. Parce que si tu t'intéresses un tant soit peu au tarot, tu vois que alors là, il te faudrait une vie si tu veux pour comprendre ces Parce ces que moi, enjeux. je les tire de temps en temps. Ouais, Et je fais des mais trucs voilà, rigolos, je vois combien chez des gens ça peut être. Donc moi, ce que je voulais, c'était arriver vierge par rapport aussi au tarot. Et c'est là, je trouve, tu vois, on parle d'instinct et de spontanéité. Je pense que c'est souvent ce qu'on oublie, c'est d'arriver à trouver ce juste milieu entre j'effleure un sujet, mais surtout je ne le déflore pas, parce qu'après moi, mon prisme à moi, je vais le perdre dans ce que je sais du sujet. Et je trouve que c'est très important qu'un imaginaire s'exprime. Il est intéressant à compter du moment où c'est le tien, quoi. Tu vois? Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu faisais aussi tes bouquins pour qu'on s'approprie l'histoire et qu'on Ouais. la change. Moi, j'avoue, en tant que prof, j'ai utilisé tes cartes, enfin les Ouais. cartes de Fairy City, Excellent. pour donner envie à des enfants d'écrire Ah oui? des histoires. Ouais. Excellent. Où, en gros, avec le système du tarot, ils les utilisaient, ils écrivaient l'histoire en fonction des cartes Ah, qu'ils c'est chouette. tiraient. Et c'était un truc hyper intéressant parce que du coup, ça leur donnait des idées, des Ouais. dessins avec Ça, ces. c'est super, ça. Mais c'était vraiment un outil de création qui est vraiment une bonne hyper nouvelle. chouette. C'est une bonne nouvelle. Et bah oui, merci déjà pour eux. Et Non, mais mais c'est c'était chouette, vraiment je même je pour suis moi ravi. de temps en temps, ça m'est arrivé pour rire, tu vois, de Mm. prendre ces tarots-là Mais et tu vois, tirer le truc et d'écrire la suite. Et quoi. c'est marrant parce que même c'est devenu un spectacle d'art contemporain, C'est vrai le Arcade Féerique. Ah, je Une savais pas. compagnie, alors c'est la compagnie Cecilia Chevassus, je sais pas si on dit Chevassus, qui a fait un spectacle j'ai jamais pu m'y rendre à grand regret, mais qui s'est inspiré des carnets de Sinan pour écrire cette pièce. Et j'aimerais bien la voir. Tu Ouais, vois, tu m'étonnes. aussi, ça fait partie des. Non, il y a un bouquin, en fait, dont j'ai pas parlé, c'est Confessions d'un automate mangeur d'opium que j'ai fait avec Ah ouais, Fabrice. bah je l'ai j'ai lu, mais coécrit. c'est pas mon préféré. Alors J'avoue, il est c'est du plus steampunk. difficile à lire. Hein. Ouais. Pourtant, j'aime beaucoup le Ouais. steampunk. Hein, mais Moi, j'ai un copain qui adore ce bouquin, Aurélien. Alors là, je pense qu'il faut que tu en parles parce que sinon, on D'accord. sera vexé si on ne te pose pas de questions D'accord, là-dessus. pas de souci. Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire sur ce bouquin? C'était l'occasion de bosser avec Fabrice. C'est un garçon foutrement Confession d'un talentueux. automate mangeur d'opium, hein, pour Ouais, ceux ouais, qui absolument. le cherchent. Et puis, écoute, on s'est bien marré déjà. C'est-à-dire que on a essayé un petit peu à la fois. On avait à l'origine, on a créé même un univers qui méritait des suites. On n'a pas eu l'occasion de le faire parce que le steampunk, faut le savoir, c'est quand même des ventes largement inférieures à ceux de la fantasy, quoi. D'accord. Vraiment. Donc le steampunk est un genre qui est adoré, mais c'est la niche de la niche, quoi. C'est la niche dans la niche Pourtant, de c'est la, de la vachement bien le fiction. steampunk. C'est Ouais. pour ça aussi que j'étais Mais contente alors après, de non, mais il y en a découvrir. qui ont plus de succès, hein, faut pas C'est pour déconner. ça que j'avais demandé à Rome de te harceler pour avoir le jeu de rôle Écrime, Écrime. ouais. Écrime parce que Ouais, c'était parce que du c'est du steampunk steampunk, et que ouais. j'en trouvais pas quoi. Ouais, tout à fait. Et donc non, c'était écrire à quatre mains, c'est très drôle. C'est très drôle parce qu'on partageait déjà plein de choses à Multisim, mais c'était l'occasion en fait de rebondir d'un chapitre à l'autre. Donc on n'a pas fait un rail très précis. On a vraiment essayé de se surprendre en sachant où on allait. Et puis d'écrire chacun avec un personnage. Donc toi, qu'est-ce que t'as pas apprécié là-dedans, Faye? L'écriture. Ouais. J'ai trouvé que c'était, sans vouloir être méchante, hein, Ouais, Non, mais vas-y, j'ai mais trouvé que rentre-lui c'était dedans, le demande ça, livre le moins bien écrit de ta C'est marrant. biographie. Voilà. Ouais, d'accord. Alors autant l'univers est énorme, le personnage de l'automate est super, c'est des pures idées, mais je crache sur l'écriture quoi. Enfin, je suis désolée, j'ai eu du mal à finir ce bouquin. Ouais. Non, mais Parce que, mais c'est parce qu'il n'était pas écrit. Moi, j'aime bien les écritures un peu fluides dans lesquelles on peut rentrer. Et là, Un pour peu le coup, lourd. ça l'était pas. Ouais. Mais bon, c'est mon avis. Hein. Il y a d'autres personnes qui apprécieront Mais si tu certainement veux, plus. là j'aurais en fait plus de mal à en parler si je suis pas avec Fabrice en fait. Bah ouais, c'est plus, vrai qu'il faudrait tu qu'il vois, soit là. Ouais, carrément. ça serait Je plus suis d'accord. plus. Mais ça reste un bon livre. Hein. Je suis désolée. Non, mais attends, franchement. Non, mais attends, Qui aime bien châtie bien. Absolument, mais absolument. Et puis j'ai aucun complexe par rapport à ça. on s'est un petit peu éloigné du jeu de rôle. C'est vrai qu'on a fait un peu les Bernard Pivot là. Ouais. On va y revenir un petit peu. Ouais. D'abord, quel regard est-ce que tu portes sur le jeu de rôle aujourd'hui? Est-ce que tu gardes un regard sur le jeu de rôle? Est-ce que tu as complètement laissé de côté cela? Est-ce que tu joues encore? Alors, que se passe-t-il? Alors, donc là, ça va être la vérité absolue. C'est que 1, je ne joue plus. 2, je garde un lien
très, très lointain avec le jeu de rôle de ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Je vois passer des choses, et parce qu'on m'en parle, je ne les joue pas. J'ai rarement l'occasion de les lire, mais j'ai vu en tout cas cette évolution dont tu parlais. D'accord. C'est-à-dire des jeux qui finalement... Alors, surtout pas dire jeu apéritif parce que c'est pas du tout vrai. Non. Mais c'est le côté en fait où tu n'es plus face à tes 400 pages. Il va falloir se farcir pour avoir la chance peut-être d'orchestrer une partie là-dedans, quoi. Ouais. Donc cette idée qu'effectivement j'arrive avec une proposition qui fait sens dans ce registre très précis. Et c'est celui-là qu'on va essayer de pratiquer, c'est celui-là qu'on va essayer de jouer, quoi. Mais je pense que c'est aussi une évolution de la société. Enfin, tout ça est très lié quand même. Ah, si. Non, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu en penses alors de ce genre de jeu? Est-ce que ça... Écoute, comment tu vois ce genre de jeu? Moi, c'est marrant parce que on bosse actuellement sur le jeu de rôle Féal qui sortira là en octobre-novembre. Le jeu de rôle quoi? Jeu de rôle sur les Féal. D'accord. Oh oui, c'est vrai. Oui. Oui. Pardon. Flavie découvre. Mais quoi? Il doit sortir là très bientôt, mais en fait, je crois que je devais pas en parler. Non, je n'étais pas au courant. Tu devais pas en parler. Non, je crois que ça devait. Mais c'est pas grave. Mais si, mais c'est connu. Enfin. Oui, non, c'est pas connu. Moi, je le savais pas. Moi, j'en ai entendu parler. C'est annoncé que ça va arriver. Ouais, mais je savais pas que. C'est pas un secret. Non. Quand? Où? Chez Sans Détour. Et je suis très très content parce que c'est Nicolas Fructus qui va faire les illustrations, et c'est un garçon que j'aime beaucoup. D'abord, c'est un ami, et en plus je le trouve très doué, et surtout c'est quelqu'un qui apporte un vrai regard artistique sur l'illustration. Ouais. Le moment où l'illustration devient autre chose que juste une figuration. De toute façon, il n'y a pas de bonne illustration sans un regard artistique, sinon c'est juste du documentaire et c'est pas toujours très agréable. Ouais, enfin, tu peux te dire quand même que dans le jeu de rôle, bien souvent, tu as quand même de l'illustration un peu C'est à chaque fois, c'est chiant facile, les illustrations. Oui, c'est voilà. juste, on va montrer un mec avec un grand dragon parce qu'on parle de dragon. Exactement. Et là, après, avec Nicolas, on va faire autre chose. Ouais. Donc ça m'intéresse beaucoup. Vous critiquez l'aspect représentatif de l'illustration. Exactement. L'illustration aujourd'hui, il faut qu'elle représente quelque chose. Surtout dans le jeu de rôle, alors que dans les illustrations des livres, notamment Non, mais quand même, dans la littérature de jeunesse, notamment, qui est un style que j'aime énormément, on voit bien que l'illustration a gardé son caractère œuvre d'art, qu'à chaque fois, l'illustration apporte quelque chose à l'histoire. Il n'y a pas de raison que le jeu de rôle puisse pas avoir ça aussi. Tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que là, l'enjeu, c'est précisément celui-là. Alors, il faut toujours quand même avoir quand même encore une fois une résonance entre le texte et puis l'illustration. Oui, bien sûr. Mais dans l'illustration, on va encore dire autre chose, encore quelque chose de plus. Il faut qu'elles s'apportent l'une à l'autre. Voilà, et même qu'elle ouvre d'autres champs, qu'elle ouvre un peu les chakras, mais d'une autre manière. Parce que si tu fais que représenter une situation, par exemple, tu dis la bière est sur la table et que tu fais un dessin à côté avec une biire sur une table, voilà. Tu n'apportes rien. Tu ne fais, et au contraire même, tu fixes l'imaginaire dans un dessin, évidemment. Ce qui est totalement contre. Moi, j'ai exactement le même rapport avec mon illustrateur. Je lui dis, tu restes libre, fais ce que tu veux, insuffle ta propre volonté dans les illustrations, n'essaye pas de... Et lui, il me demande, ça c'est marrant, parce que lui, il me demande des commandes. Il me dit, ah non, mais moi, je veux que tu me dises des trucs précis. Je dis, non, moi, je veux pas, je veux que tu... C'est assez marrant. Mais tu vois, c'est précisément ce que je découvre aujourd'hui, c'est que on parlait d'émotion, et je trouve que finalement, ce dont on parle, c'est de la poésie, en fait. C'est pas pour rien aujourd'hui que j'en lis beaucoup, et que j'y reviens, parce que j'ai 39 balais, bientôt 40, et ça fait presque, je dirais, depuis que je suis en âge de parler, que je dis la poésie, c'est de la merde. Et en fait, je m'aperçois... Non, mais c'est vrai. Je suis pas du tout d'accord, mais bon, c'est pas grave. Non, mais justement, je te dis, et là, tout d'un coup, je dis, en fait, non, il y a que ça, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'une des questions que j'allais te poser ce soir... parce que c'est un truc qu'il y a beaucoup dans tes bouquins. Je me demandais quand est-ce que tu allais écrire un recueil de poésie, moi. Ouais. Parce que ça se ressent surtout dans les derniers avec Amandine Labarre, où ton écriture c'est vachement épuré, où tu as réussi à faire beaucoup en très peu de mots, et on sent ce petit retour à la poésie prose. Mais, pour moi, d'abord, je serais incapable, je vais être très honnête, incapable d'écrire de la poésie, parce que je trouve que c'est même c'est un état d'esprit, c'est ultra dur. Mais voilà, c'est juste très dur. Et de la belle poésie, voilà. Donc déjà non, je sais que je serais pas capable. Mais tu trouves pas que c'est dur justement de concilier
l'écriture avec les tripes, on en parlait hier en se promenant. Tu disais, ouais, moi j'aime bien les gens qui écrivent avec leurs tripes. Tu trouves pas que c'est hyper dur justement de concilier l'écriture avec les tripes et la poésie qui est justement quelque chose d'assez, où il faut être quand même assez rigoureux. Je parle de, pas pour la prose forcément, mais justement avec les rimes et tout ça. Ouais, moi en ce moment je suis en train de faire un exercice comme ça et je peux te dire que c'est hyper dur. Ça je te crois. Mais tu vois, on en parlait de Mayakovsky. Pour moi, c'est un mec qui écrit avec ses tripes, quoi. C'est un poète qui écrit avec ses tripes. Alors, comme, vraiment, je vais sortir un poète que beaucoup de gens considèrent comme un poète pour adolescents, certainement à tort. Mais Rimbaud, quand il écrivait, il a expliqué qu'en fait, quand il écrivait, c'était des moments où il ne pouvait pas faire autre chose. Il jetait tout ce qu'il avait sur le papier et il retravaillait au final très peu ses textes. Donc, c'est pas forcément vrai. Ouais, non, mais d'accord, ok, ouais. Ah, mais il avait une intuition du truc, quoi. Non, enfin, il y a des génies des mathématiques, c'est vrai. Et en fait, c'est moins dans l'écriture, si tu veux, de la poésie que dans la... Enfin si, parce qu'il y a quand même le registre des mots qui est incroyable. Mais moi, c'est plus en fait, c'est les électrochocs que ça provoque dans les images que je trouve tout à fait fascinant, quoi. Mais je sais plus pourquoi on parlait de poésie en fait. Tu disais que tout pouvait finalement se résumer des illustrations, à partir de la créativité des illustrations, que tout pouvait se résumer finalement à la poésie, qu'on y revenait toujours. Tu disais que c'était de la merde à l'origine et qu'aujourd'hui tu en fait, j'avais dit ça. Enfin, je m'étais gouré pendant 35 ans, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu t'aperçois que la poésie et le mot est large en fait. C'est-à-dire que tu vois, moi je pense qu'il faut mettre dans des univers quelque chose de poétique. Pour moi, Agone a une forme de poésie. C'est pas pour rien que j'ai reçu beaucoup de poèmes, de gens qui m'ont écrit des poèmes, parce qu'Agone leur avait inspiré. C'est drôlement métaphorique en fait. Tous tes écrits sont métaphoriques, donc comme la métaphore, ça fait très appel à la poésie, il y a aussi une résonance là-dedans, quoi. C'est possible. Justement, tu parles des mails que tu reçois. On va parler un petit peu de trucs techniques. Tu reçois combien de mails par jour? Est-ce que la création, tes œuvres engendrent énormément de lettres, etc. Écoute, ça dépend. Quand j'avais une grosse activité, j'avais beaucoup de gens qui me demandaient. Le problème, c'est qu'on m'a souvent demandé de lire. D'accord. Parce que précisément, je m'adresse à des gens dont j'aime penser qu'ils peuvent créer. Ouais. Donc c'est précisément eux qui viennent vers moi aussi pour me dire voilà, j'ai fait ça, etc. Un retour. Un retour. Et le problème, c'est que moi, je ne suis pas censeur, je ne suis pas un éditeur et je ne peux pas juger quelqu'un. Alors, j'ai fait une fois un atelier d'écriture et je ne le ferai jamais. parce que précisément, se retrouver dans le rôle d'un mec qui dit c'est bien, c'est pas bien. Alors, tu ne dis pas ça, évidemment, mais il y a quand même des moments où tu sens que quelqu'un, vraiment, il n'est pas fait pour ça, quoi. Tu sens qu'il essaye, mais vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et tu sais que tu ne peux pas aller le chercher. C'est pas possible. Et dire ça à quelqu'un, pour moi, c'est au-dessus de mes forces, quoi. Vraiment. D'autant plus qu'au début. C'est Anne Rice qui refuse maintenant qu'on lui envoie aussi des recueils parce qu'elle ne supporte plus de dire c'est bien, c'est pas bien. Elle dit moi j'ai ma sensibilité d'auteur, c'est ma forme d'écriture et je ne suis en aucun cas quelqu'un qui sait ce qui est bien ou pas. Je suis juste capable d'écrire mes livres. Mais c'est ce qu'a dit à raison Stéphane Marsan, c'est qu'il a dit moi j'ai appris mon métier d'éditeur en même temps que vous avez appris votre métier d'auteur. Il a raison, un éditeur c'est un vrai métier, quoi. Hein. Vraiment, faut pas. C'est pas juste un mec avec une sensibilité, c'est aussi vraiment des. C'est un vrai métier, quoi, de savoir juger un texte, de savoir aussi le guider, l'améliorer, etc. Concrètement, ta vie, là, elle s'organise comment? Est-ce que tu bosses à côté de l'écriture ou est-ce que tu considères que l'écriture, c'est ton boulot vraiment? C'est souvent quand on rencontre un écrivain, on lui dit oui, mais à part ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Donc, je suis confronté à ça tous les jours. Donc, écoute, moi, le plus simple, c'est... Comment dire l'écriture, c'est quand même un peu c'est le plus bel espace de liberté. Pour moi, le jeu de rôle reste la quintessence de l'imaginaire. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à le dépasser, mais je peux plus m'exprimer dedans parce que ça te fait pas bouffer. D'accord. Voilà. Donc si tu arrêtes, alors attends, c'est très grave ce que tu dis là. Ouais. Si tu as arrêté le jeu de rôle, c'est parce que tu penses qu'on peut pas en vivre. Ouais. Et donc aujourd'hui, si tu te diriges vers la littérature et le jeu vidéo, c'est avant tout parce que c'est dans l'œuvre de l'imaginaire un média qui permet d'en vivre. Alors littérature non, enfin si, précisément la littérature oui t'en vis. Ouais. Enfin pour ma part oui, mais à compter du moment où t'écris régulièrement, parce qu'un bouquin ça a une existence, c'est-à-dire que tu peux le sortir en grand format, après il passe en poche, il est racheté par un autre, d'accord, ensuite il peut être traduit, etc. Donc
Voilà, un bouquin, ça te fait quand même, ça te fait bouffer. Ouais. Et le jeu vidéo, globalement, ça peut rester fondamentalement de l'alimentaire. Pour peu que tu travailles sur des projets où tu t'oublies un peu, quoi. D'accord, c'est-à-dire travailler sur des projets qui te plaisent pas forcément, Voilà, dans lesquels tu estimes pas avoir comme la grand-chose à dire. publicité pour les musiciens. Et, Exactement, voilà, tu vois, c'est pareil. D'accord. Et donc Sauf toi, que... tu vis de ta créativité? Oui. D'accord. En revanche, tu vois, le jeu de rôle, par exemple, Féal, j'y investis quand même beaucoup de temps. C'est d'autres aujourd'hui qui vont faire en sorte qu'il existe, mais j'ai investi beaucoup de temps en amont. Ça, je l'ai fait pour le plaisir. Ouais. Pour le plaisir, quoi. D'accord. C'est vraiment un plaisir pur, quoi. Tu seras pas payé pour ce que tu as fait sur Féal? Non, ou alors je vais m'acheter un paquet de clopes, quoi. D'accord, ok. Profite bien de ce paquet de clopes. Justement, un truc mais il sera bon, ce paquet de clopes. Excuse-moi d'être bassement terre à terre et technique, mais par exemple, un livre, combien ça te rapporte? Alors, Agone, est-ce que tu continues à gagner de l'argent grâce à Agone? Alors, Agone, ça s'est mal passé. Ça veut dire qu'Agone, j'ai été payé 3000 francs pour Agone, en tout et pour tout. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai même pas eu de droit d'auteur sur le jeu de rôle. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler quand même une petite forme de... Escroquerie? Une sodomie, tu veux dire? Voilà, ouais, on peut en parler de ça. Donc non, Agone, c'est pas le bon exemple. Alors les Féal, on va prendre les Féal. Non, mais écoute, c'est simple, un roman, aujourd'hui, je sais pas, c'est une avance, ça va être 7-8 000 euros. Voilà. C'est pas mal quand même. Donc c'est bien. C'est bien. Si tu l'écris en 1 an, c'est pas bien. Si tu l'écris en 3 mois, c'est bien. Ouais. Parce qu'après, effectivement... pour peu que le roman se vende bien et qu'il couvre l'avance, très vite, tu gagnes après des droits d'auteur là-dessus. Sachant qu'aujourd'hui, un auteur, moi par exemple, je suis à 8%. Donc sur un grand format, tu gagnes 8%. Voilà, si ça marche bien, ce qui est le cas, très vite, très vite, 6 mois après, tu peux avoir un nouveau chèque, quoi. D'accord, ok. Ouais. Alors après, franchement, c'est très fluctuant. Et tu arrives à écrire comme ça, toi, tous les 3 mois, un bouquin pour en vivre? J'y arrive plus du tout. Mais non, parce que si on regarde un petit peu le nombre de livres que tu as sortis, on les a quasiment tous cités. Non, j'ai beaucoup écrit. C'est simple, je les ai tous. Si tu veux le problème. Oui, non, mais je suis fan d'énormément d'auteurs, donc ça va. Non, mais tu vois, le vrai problème, c'est que moi, j'ai en plus, je les ai écrits à chaque fois en. Je suis pas quelqu'un qui écrit, enfin comment dire ça, qui fait beaucoup de lignes. Tu vois, je suis incapable de faire 1 million de signes, tu vois, déverser plein de mots tout le temps. Pour moi, l'écriture est vraiment besogneuse, est vraiment difficile. C'est quelque chose qui me... Et donc, j'ai écrit, tu vois, Chronique crépusculaire, c'est 5 romans pour moi. C'est 5 temps. C'est vraiment 5 moments précis. Ils sont sortis d'abord en poche, tu vois, donc ils ont vécu une expérience un peu bâtarde, mais c'est vraiment 5 épisodes dans ma vie. Aujourd'hui, c'est un énorme gros format chez Mnemos. Donc, mais voilà, et pour moi, c'est quand même, à l'origine, c'est 5 romans, tu vois. Donc, dans ma vie, c'est très rythmé comme ça. Donc, s'il faut compter les unités de romans, il doit y avoir, je sais plus, une quinzaine, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, finalement, ça fait pas tant de romans que ça, tu vois. Et si on compte les chroniques, tu as du coup les crépusculaires, Abîme, Féal, celle qui a été la faille de Caïbert et l'Ophidien, je vais les compter en une seule et même chronique. Il y a ceux avec Amandine Labarre, ça fait 5 chroniques. 5 chroniques. Voilà. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc voilà quoi. Et l'automate mangeur d'opium que j'ai oublié, 6. Oui. Donc oui, c'est sûr que si tu avais compté sur l'écriture uniquement de romans pour vivre. Non, parce qu'en fait, au moment où j'étais vraiment productif, là il y a aussi, tu as oublié les 3 tomes de la faille que j'ai publié sous pseudonyme de William Hawke qui s'appelle... je les ai pas trouvés justement, ils sont difficilement trouvables en Virgin parce que moi j'ai essayé de les commander partout, même sur internet. Et ils sont introuvables. Au pot de chagrin. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai failli aussi pousser Rome à te re-harceler, mais je me suis dit que j'avais déjà topé un bouquin. En fait, je vais être très honnête, il me reste un de chaque, et c'est les seuls que j'ai. Et donc je vais les garder parce que autrement, je ne même pas que ça existe. Non mais c'est bien, le jour où je les trouverai sur internet, je suis quelqu'un de très patiente. J'ai mis 10 ans à toper un des bouquins introuvables d'Anne Rice. Je finirai par choper D'accord. Non mais tu vois, c'est 3 unités pour moi. 3 unités, c'est 3 romans. En plus, c'était marrant parce qu'on les a écrits donc avec... en fait, c'est 9 bouquins avec Stéphane Marsan qui en a fait 3, Colin qui en a fait 3, où on a eu même des chapitres en commun.
où chacun avait un point de vue, et c'était la même scène racontée 3 fois en fait. Donc là aussi, ça a été un bel exercice. Mais bon, éditorialement, c'était une aventure qui n'avait pas de durée, mais non, mais ouais, non, en fait, les bouquins, je les oublie, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, je suis tellement tourné vers... voilà, c'est bien. Donc, parlons d'avenir. Ouais. Le prochain livre. Ouais, le prochain livre, Coming soon, Mathieu Gabory. Non, mais attends, Et le souffle. je vais revenir sur... Attends, une seconde, je vais revenir pour conclure là-dessus sur les histoires de droits d'auteur. Oui, on veut parler pognon. Hein, alors, ouais, non, pour parler pognon, parce que je trouve ça important même pour des gens qui veulent se lancer. Parce qu'en fait, t'es un peu le gars qui a réussi dans ce domaine-là. Faut pas se leurrer, quoi. T'es un peu un des mecs comme Lang pour Neal Buck. Les rôlistes, ils en rêvent de ça, quoi, d'une carrière comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut leur expliquer. Ouais, mais tu vois, tu en vis à compter du moment où tu produis. Voilà, mais donc, la chose est dite, tu n'as pas de travail à côté. Tu vis de ta créativité. Ouais, bien sûr. On est d'accord. Okay, ça marche. Non, mais... Alors, donc, parlant de pognon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, qu'est-ce que je voulais dire sur pognon? Ouais, droit d'auteur. Voilà, droit d'auteur. Donc, tu prends, donc, tu as ton avance, on va dire 7 000 euros. Ensuite, un éditeur poche rachète ton bouquin, et là, il peut l'acheter vraiment, parfois, c'est à 50-50, une fois pour l'éditeur, une fois pour l'auteur. Et ensuite, tu as des rééditions. Tu as les renégociations de droits au bout d'un moment parce que l'éditeur poche, finalement, il est arrivé à la fin de sa négociation. Donc, en fait, il y a plein de petites choses qui se rajoutent. Et à la fin, tu finis par gagner un joli chèque à la fin de chaque mois. En fait, le problème, si tu veux, déjà, c'est que les chèques, c'est tous les 6 mois ou tous les ans. Ah oui. Et donc, alors moi, je suis quelqu'un... Moi, je sais même pas quand un chèque arrive, je sais même pas d'où ça vient, je sais pas de savoir pourquoi. Etc. Donc vous avez compris, si vous êtes un éditeur et que vous employez Mathieu, surtout ne lui envoyez pas le chèque. Il y a un peu de ça. Mais en tout cas, quand tu as comme ça des bouquins qui courent, et en plus c'est une machine qui est lancée, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, moi là j'ai une interruption longue, j'ai une trouille bleue de revenir, de publier un nouveau roman parce que je me dis. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, tu vois, donc rien, il y aura des groupies comme Flavie qui vont arriver. Peut-être, ouais, déjà. Je sais que j'aurais peut-être un groupie. Au moins, j'aurais de quoi acheter un. T'auras deux paquets de copes. Voilà. T'auras 8 euros. Pas deux, parce qu'un poche, un grand format. 8 francs. Même pas. Des dragibus. Je sais pas, à 20 euros, tu fais 8%, t'as 1,80 €. Dragibus. Tu vois, voilà. Donc de ce côté-là, la vie est belle. Quoi. De ce côté-là, la vie est pas mal, ouais. Mais je te dis simplement, il faut que maintenant, j'ai très très envie de revenir à l'écriture, beaucoup plus, parce que j'ai réglé un certain nombre de choses aussi dans ma vie différentes sur ça. Et il faut que j'essaie. Parce qu'en plus, pourquoi? Parce que j'ai vachement de trucs à raconter. Donc j'ai écrit plein j'ai plein d'univers, plein d'histoires. Simplement, l'exercice même de l'écriture est encore difficile, quoi. En tout cas, sors ton bouquin, puis si on peut t'aider pour la promo, on le fera. Hein. C'est pas de problème. Hein. Alors donc, je voulais te poser quand même une dernière question, parce que moi, quand on me parle Mathieu Gabory, si j'ai les yeux qui pétillent, c'est pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve que dans Agone, ce que tu dis, le propos qui est défendu dans le jeu, donc je ne parle pas du roman, parce qu'encore une fois, je l'ai pas lu en entier, je l'ai lu, mais je l'ai pas lu en entier. Je trouve qu'il est valable également pour la réalité dans laquelle on vit. Il y a un côté, pour moi, dans la vie de tous les jours, donc ça va peut-être être très élitiste. Je sais ce que tu vas dire, tu vas paraître pour un con là. Il y a des, je vais être un connard. Allez, en allant. Il y a des ternes et puis il y a des inspirés, quoi. Et sachant que tout le monde a une flamme, mais qu'elle ne s'éveille pas toujours, que les gens n'en font pas toujours quelque chose. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand j'ai joué à Agone. Et moi, quand on me parle Mathieu Gabory, je me dis, c'est le mec qui a inventé je vais lâcher le mot, pas cette religion, mais cette foi-là, cette croyance-là. Ouais, mais attends, enfin. Alors, mec. Ouais, faut être très honnête, quand même, c'est un lieu commun, quand même, enfin, de dire. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, je suis pas le premier à dire, il y a des gens qui sont un peu éteints, il y en a d'autres qui ont une flamme et qui sont des artistes. Et puis c'est un truc qui est vraiment, c'est vrai, dans la science-fiction, c'est un truc qui est vachement présent. Hein, donc. Non, mais attends, il y a un truc de. Non, attendez là. Il y a un truc de plus dans Agone, c'est que la flamme, encore une fois, elle réalise de la magie. Il y a quelque chose, c'est une flamme de création. Elle permet à des univers fictifs, à des choses fictives, de se réaliser et de devenir. C'est une chose est de dire, il y a des gens qui ont du charisme, il y a des gens qui n'en ont pas.
Une chose est de dire, il y a des gens qui sont utiles, il y a des gens qui ne le sont pas. Et une autre est de dire, il y a des gens qui possèdent quelque chose comme la flamme, l'inspiration, et d'autres qui n'en possèdent pas. Par exemple, aujourd'hui, moi, je pense qu'on vit dans un monde dans lequel les ternes sont rois, dans la mesure où aujourd'hui, on ne juge que par le savoir-faire. C'est ce qui va compter, c'est que tu es utile, en fait. Si tu es utile, c'est... Mais Ils sont très présents dans la télé-réalité aussi. Ça, c'est pas, pour moi, la flamme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'idée qu'il y ait des gens qui soient plus importants que d'autres, ça a toujours existé, c'est un lieu commun, mais l'idée qu'ils le soient à cause de quelque chose comme la flamme, qui est finalement la chose la plus inutile qui soit. C'est-à-dire que l'art, tout ça, c'est totalement inutile finalement, on s'en fout, quoi. Les artistes, ils sont dans des musées, puis c'est tout. Et puis on n'en parle que parce qu'ils gagnent un pognon faramineux et que c'est scandaleux. Mais voilà, c'est ça que je trouvais important. C'est que finalement, ceux qui ont la clé, le destin du monde entre leurs mains, c'est ceux qui, à l'heure actuelle, sont considérés comme des gens inutiles ou dont on s'inquiète. Bien sûr. Aujourd'hui, on s'inquiète de l'artiste. Quand moi je dis aux gens, je suis écrivain, les gens me regardent, font ça va, tu t'en sors, mon pauvre vieux, etc. Et donc ça fait plaisir de voir une œuvre comme Agone qui dit non, attendez, ces gars-là sont désinspirés, etc. Enfin, ça fait plaisir, on se sent un peu rassuré, quoi. Oui, je comprends. Et moi, quand je pense Mathieu Gabory, je pense le mec qui soutient des petits gars comme moi quelque part à travers ça. Tu vois, c'est comme ça, moi, que je vois le truc. Enfin, ça, j'y crois intimement, mais je pense sincèrement surtout que cette flamme-là, elle est presque... Enfin, c'est celle d'une torche, c'est-à-dire celle qui éclaire aussi autour de toi, quoi. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin, effectivement, de vendre des millions d'exemplaires ou d'être connu du monde entier pour être un artiste, quoi. À compter du moment où tu éclaires, ne serait-ce déjà que toi, c'est déjà vachement important. Et ensuite, ceux qui t'entourent, t'as fait l'essentiel, quoi. C'est clair. C'est déjà être cette petite flamme qui éclaire déjà dans ton coin la vingtaine de potes qui sont autour de toi. C'est déjà cool. Bon, merci, tu me rassures. Non mais tu vois, d'exemplaires qui sont en licence. Non mais c'est même pas. En plus, enfin, la question est compliquée parce que derrière ça, on a tous envie aussi de parler au plus de gens possible. À compter du moment où on a une flamme, on a quelque chose à dire. Ça, c'est évident. Donc après, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'elle existe. Et ne serait-ce que de savoir qu'elle existe, on sait déjà que le monde va mieux, quoi. Ouais, cool. Voilà. Ouais. Non mais ça c'est fondamental, quoi. Non mais c'est vrai. Parce que si tu veux, il n'y aurait pas des gens comme toi et il y aurait tous ceux qui ont cette volonté-là. Je pense que le monde, là, tu te dis, ça sert à rien, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des machines, non, mais c'est ça, c'est le monde de 1984. Et pour autant, je pense que les ternes, précisément, alors il y a des vrais salauds, et je suis un pessimiste, donc ça aide pas sur avoir le regard là-dessus, mais je pense que les ternes sont précisément les gens qu'on doit essayer d'éclairer, quoi. Et que c'est notre boulot, moi, j'ai une réflexion à te faire par rapport au système univers. Dans la base de Agone, il est écrit que si tu essayes de sauver un mascar de sa flamme pervertie ou de sa corruption par le masque, tu gagnes des points de perfidie. Je trouve ça scandaleux. Alors là, j'ai la preuve formelle que l'auteur du jeu pense que justement le but est d'utiliser sa flamme pour retourner les mascars et les ternes du côté de la flamboyance. Écoutez bien, Mathieu Gabory l'a dit, je n'invente pas. Il l'a dit, et donc du coup, c'était pour faire marcher la tragédie Attends. Je finis. Je trouve scandaleux que dans les règles du jeu, on trouve quelque chose comme ça qui va absolument à l'encontre du propos du jeu. C'est-à-dire, moi, c'est là que je trouve que le système et l'univers doivent être en adéquation, et là, il y a un problème. C'est pas faux. Puis je serais d'accord, ça éviterait à mon dernier perso d'Agone de crever comme une grosse merde pervertie parce que j'ai voulu sauver le pauvre mascar dont j'étais amoureuse. Putain, fait chier, quoi. Et merde. Non, mais puis les bulles de pu sur le bras, franchement, c'était vraiment pas évidemment, moi, je trouve que quelque part quand même cette histoire d'inspiration éterne, il y a un côté élitiste qui me déplaît. Moi, par contre, en revanche, c'est-à-dire qu'il y a le revers de la médaille de cette théorie, c'est que ça fait très élitiste. Moi, je suis professeur. J'y ai pas vu forcément un élitisme. Alors, d'accord. Non, mais moi, j'y ai vu une métaphore. Ils considèrent que. J'y ai vu une métaphore de l'enseignement. Voilà. J'allais y venir. Très bien. Moi, j'y ai vraiment vu cette métaphore-là, à savoir que certains ont le savoir,
Mais c'est pas pour ça qu'il faut le garder que pour eux. Et c'est là le masque pour moi. Mais là où tu disais qu'on y met un peu ce qu'on veut, moi le masque c'était celui qui veut garder le monde dans tout ce qu'il a de plus terne. Et au final, on voit bien même en lisant les bouquins que Agon et tous ceux qui ont la flamme, ils sont entourés de plein de gens. Ils leur donnent la flamme aussi. Ils essaient de la faire se propager. Et on sent vraiment toute cette volonté d'enseignement et de partage qu'il y a dans cette flamme. C'est ce qui la rend pas du tout élitiste. Au contraire, c'est ce qui essaie de combattre ce côté terne que peuvent avoir l'obscurantisme dans ce qu'il a de pire. Ouais. Mathieu. Non, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, je pense que il faut. Il y a une chose que je déteste, c'est les poseurs, et c'est précisément ceux qui se revendiquent artistes comme si c'était une race à part, quoi. Ça, effectivement, ça me met hors de moi. C'est-à-dire qu'on est tous... Enfin, pour moi, je crois que je t'en avais parlé, Flavie, c'était la moindre petite étincelle de vie vaut plus que ce que je fais et ce que je ferais, quoi. Et ça, c'est vrai partout. Alors... quelle modestie. Je te déteste pour ça. Manque de fierté, Mathieu Gabory. Ça, c'est vrai. Mais toi, t'es un gros mégalo, alors qu'on vient juste au milieu entre les deux. Mais c'est important parce que précisément, si tu veux, c'est impossible de juger. Enfin, je suis pessimiste, mais je me dis toujours qu'il y a quelque chose à sauver, quoi, chez quelqu'un. Chez le profond salaud. Non, mais c'est vrai, et je pense qu'il y a un côté, je sais pas s'il y a un côté judéo-chrétien là-dedans, mais... Justement, chez les judéo-chrétiens, ils ont tendance à crever les méchants, donc... à les brûler sur des bûchers. Chez les Américains aussi, d'ailleurs, beaucoup dans les films et dans les Walt Disney, le méchant, il crève toujours. C'est ce qu'il y a d'agréable dans aussi tes bouquins. Ouais. C'est qu'à chaque fois, même, c'est tout con, mais dans Agon, on est aussi du côté de ceux qui sont censés être les méchants, c'est-à-dire ceux qui utilisent l'obscurantisme. Moi, le masque, d'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve moteur, en fait. Ouais, non, mais il y a toujours moyen, quand on a été méchant dans tes livres, de passer du bon côté, entre guillemets, parce que c'est pas manichéen. Il n'y a pas de conflit. Pas trop. Pas trop. C'est vrai qu'on se laisse piéger par le manichéisme. Non. Moi, par exemple, Agon, je considère pas que ce soit. Alors, je sais pas pour les autres romans, mais en tout cas, Agon, je considère pas que ce soit manichéen. Hein. Pas du tout. Pour moi, le masque, sa position, elle est totalement défendable, au sens où il est quand même le représentant de la comédie. Lorsque la comédie cessera, pour les joueurs et pour le maître de jeu, le monde cessera d'exister. Donc il a une place. Si le masque tombe, dans tous les sens du terme d'ailleurs, si le masque tombe, le jeu est terminé. Donc c'est la fin de l'art monde. Donc à mon avis, moi j'y vois pas du tout. Pour moi les mascards, au contraire, je vois pas du tout ça comme manichéen, quoi. Au contraire, certaines personnes disent même que ce sont les inspirés qui sont conservateurs et le masque, au contraire, qui veut faire changer l'art monde. Mais c'est là que c'est rigolo parce que tu parles d'Agon parce que c'est le seul truc que tu connais vraiment. Mathieu, ça y est. Mais non, mais c'est un truc. C'est un truc qu'on retrouve vachement dans pas mal de tes bouquins, cette volonté de propager un peu une certaine vérité ou ce genre de choses. Même dans le Fairy City, tu vois, elle est censée réveiller certaines choses pour que le monde reste pas dans l'obscurité. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Oui, c'est dans le sens que la perversion d'ailleurs. Mais voilà, on est dans la transmission, quoi. Enfin, précisément, je pense que c'est ne pas comment dire, c'est de vouloir transformer, réenchanter le monde, à tout va, quoi, avec tous les moyens du bord, et ça passe par ça, quoi. Et vraiment, alors vraiment, s'il y a une chose, je reviens là-dessus parce que ça me touche beaucoup, cette histoire d'élitisme à travers l'inspiration, etc. Je crois vraiment que je crois vraiment qu'on peut tous avoir une flamme, vraiment. Je pense qu'il y en a qui ne la voient plus, qui la perdent, etc. Mais notre rôle, il est là, quoi, bordel de merde, c'est de faire en sorte que la flamme s'exprime, quoi. Voilà, c'est tout. Le reste, m'intéresse moins. Le reste. Je pense qu'on peut conclure ce podcast par cette phrase. Réenchanter le monde, c'est vraiment ça qu'on retiendra de... Ça, oui. C'est vraiment cette idée-là que bon tu cherches à défendre, remettre de la magie dans l'univers, à tous les niveaux. La réalité est-elle dépourvue de magie, selon toi ? Souvent, mais pas seulement. Pas selon moi. On va continuer le podcast. On va continuer leur podcast, je pense. En tout cas...
Chers auditeurs, on va vous laisser. On a la batterie qui commence à affaiblir. Tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'un podcast, ça pouvait durer très longtemps. Celui-là, déjà, il est à 1h50 là. Aïe, aïe, aïe. Tu vois ? Non, je te jure. Donc, tu vois, pour te dire que ça passe vite. Hein. Ah oui, effectivement. Alors, on va quitter nos auditeurs. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, merci, au revoir. Jouez bien, réenchantez le monde. Protégez votre flamme, bordel. À bientôt. À bientôt. Salut.